Le chef de la mafia, impitoyable, élève seul son fils, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle nounou qui réussit l'impossible. Ce qu'il a vu sur la caméra de sécurité cette nuit-là l'a stoppé net. Elle était assise dans le rocking chair, le bébé pressé contre sa poitrine. Sa petite tête reposait juste là où son cœur battait le plus fort. Et pour la première fois en 3 mois, cet enfant dormait. Il ne hurlait pas, ne refusait pas de manger, ne s'éteignait pas lentement. Il dormait, tout simplement. Comme s'il avait enfin trouvé le seul endroit au monde où il se sentait en sécurité. Rhett Donovan a bâti un empire criminel dans la pègre de Chicago. Il a accompli cela avant même d'avoir 35 ans. Il ne se figeait pas. Il n'hésitait pas. Il s'était assuré que rien ni personne ne pourrait jamais lui faire ressentir quelque chose qu'il n'avait pas choisi de ressentir. Mais debout dans le noir de son propre couloir à 2 heures du matin, toujours dans son costume 3 pièces qu'il portait à une réunion où tout le monde n'était pas sorti vivant, fixant ce petit écran lumineux, quelque chose derrière ses côtes s'est fissuré d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. Elle était là depuis moins d'une semaine. Une ancienne infirmière en pédiatrie de 27 ans, venue du South Side avec une petite valise et un sourire qui ne demandait la permission de personne. Il ne connaissait pas encore son histoire. Il ne savait pas ce qu'elle avait perdu. Il ne savait pas que l'enfant qui dormait sur sa poitrine portait un secret dans son sang. Un secret qui la reliait à ce bébé d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait. Et quand cette vérité ferait enfin surface, elle ébranlerait l'Empire, l'homme et tout ce qui existait entre eux. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, il n'y a que ça. Une femme que personne n'attendait, tenant un enfant que personne ne pouvait atteindre, à l'intérieur d'un manoir qui avait tout, sauf la seule chose qui comptait. Et un homme dangereux observant depuis l'ombre, sentant son armure se fissurer pour la toute première fois, sans savoir si ce qui allait suivre le sauverait ou détruirait tout ce qu'il avait construit. Si cette histoire vous touche en plein cœur, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Maintenant, revenons à la nuit où tout a commencé. La nuit où Rhett Donovan est rentré dans une maison vide de la présence de sa femme et a réalisé que l'absence froide de sa voix était la chose la plus assourdissante qu'il ait jamais entendue. 6 semaines avant cette nuit-là, 6 semaines avant que Rhett Donovan ne se tienne dans le noir, fixant l'écran de la caméra et oubliant comment respirer. Il y avait eu une nuit où tout a commencé à s'effondrer. Cette nuit-là, Rhett est retourné au manoir de Lincoln Park vers minuit. Son costume était encore impeccable et parfaitement repassé. Mais dans sa tête résonnait encore le bruit des eaux qui se brisent. Ceux de l'homme assez imprudent pour passer 3 mois sans payer sa dette. La réunion dans la cave à vin sous le restaurant de façade avait fini plus tard que prévu, parce que quelqu'un n'arrêtait pas de supplier pour avoir plus de temps. Et Rhett détestait les supplications plus que tout. Supplier était une faiblesse. La faiblesse était la mort. Il avait appris cette leçon à l'âge de 11 ans, quand son père avait été abattu devant sa mère pour avoir osé supplier un chef de la pègre d'avoir pitié. Il a franchi la porte et l'a entendu pleurer. Mais pas les pleurs ordinaires d'un enfant. C'était un hurlement brut, à s'en déchirer les poumons, rauque et éraillé. Le genre de cri qui venait d'un bébé qui avait hurlé si longtemps. Ses cordes vocales avaient à peine la force de vibrer. Micah pleurait depuis le 2e étage. Et ce son dévalait l'escalier, frappait les murs de pierre et remplissait chaque recoin de la maison de 12 pièces comme une sonnette d'alarme. Une alarme que personne ne se souciait de faire taire. Rhett a appelé le nom de Phoebe. Personne n'a répondu. Il a appelé de nouveau, plus fort cette fois. Toujours le silence. Il a monté les escaliers 4 à 4, a poussé la porte de la chambre principale et a vu le placard grand ouvert. Le côté de Phoebe était complètement vide. Pas une seule robe ne restait. Pas une seule paire de chaussures. Pas même le flacon de parfum Chanel qu'elle laissait toujours sur la coiffeuse. Tout était si complètement vidé que c'était comme si elle n'avait jamais existé dans cette pièce. Sur l'oreiller se trouvait une note écrite de la main de Phoebe, hâtive mais ferme. Elle n'avait pas tremblé en l'écrivant. Elle avait été calme. Elle avait planifié cela. Je ne peux pas. Ne me cherche pas. 7 mots, aucune excuse, aucune explication, pas une seule mention de Micah. Rhett a ramassé la note, l'a lue 2 fois, puis l'a laissée tomber de sa main comme s'il lâchait quelque chose de déjà mort. Il est allé directement dans la chambre de Micah.
Le bébé était dans son berceau, le visage d'un rouge violent, la couche trempée et lourde. Le biberon sur la table était froid depuis longtemps. Phoebe en avait préparé un avant de partir. C'était peut-être la seule chose ressemblant de loin à une conscience qu'elle avait laissée derrière elle. Mais le lait froid n'aidait pas, et un bébé de 6 semaines ne pouvait pas tenir un biberon tout seul. Rhett a soulevé Micah dans ses bras, et le garçon était si petit qu'il a presque disparu dans ses mains. Ces mêmes mains qui avaient autrefois serré des gorges, signé des ordres de mort, compté de l'argent taché de sang. Et maintenant, elle tremblait en soutenant la tête douce et fragile du fils de 6 semaines, dont la mère venait de l'abandonner aussi nonchalamment qu'elle aurait laissé derrière elle quelque chose dont elle n'avait plus besoin. Il est descendu à la cuisine, une main tenant son fils, l'autre préparant le lait en poudre. Ses doigts tremblaient si fort qu'il a renversé la poudre 2 fois. L'eau était trop chaude, il a donc dû attendre qu'elle refroidisse, et Micah continuait de pleurer juste à côté de son oreille. Ce son était si proche que Rhett pouvait le sentir vibrer dans sa mâchoire. Quand le biberon a finalement été assez tiède, il l'a approché de la bouche de Micah. Le bébé s'est agrippé et a bu avec le désespoir d'un enfant qui avait eu faim bien trop longtemps. Il tétait si vite qu'il s'est étouffé. Rhett a dû retirer le biberon, lui essuyer la bouche, puis le lui proposer à nouveau, plus lentement cette fois. Et debout là, au milieu d'une cuisine plus grande que tout l'appartement où il avait grandi, à minuit, seul, avec un bébé dans les bras et du lait sur sa chemise, Rhett Donovan a prononcé la première promesse qu'il avait jamais vraiment voulu tenir. « Je ne t'abandonnerai pas. » Tu m'entends? Jamais. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Personne ne l'a entendu, sauf Micah, et Micah était bien trop petit pour comprendre. Mais il avait fait la promesse. Il avait promis qu'il ne partirait pas. Il avait promis qu'il resterait. La seule chose, c'est qu'il n'avait pas promis qu'il saurait comment être un père. Il n'avait pas promis qu'il saurait comment tenir son fils sans avoir l'impression de bercer une bombe à retardement vivante faite de chair et d'os. Il n'avait pas promis qu'il s'agenouillerait à la hauteur des yeux de l'enfant pour lui montrer qu'il était aimé. Parce que personne n'avait jamais appris à Rhett Donovan comment faire cela. Pas son père qui était mort dans une mare de sang avant de pouvoir lui apprendre quoi que ce soit. Pas sa mère qui l'aimait en travaillant jusqu'à l'épuisement pour qu'il ait de quoi manger, mais qui n'avait jamais eu le temps de s'asseoir à côté de lui et de dire « Fils, je t'aime ». Personne. Cette nuit-là, Rhett Donovan s'est assis sur le canapé du salon obscurci avec son fils contre sa poitrine jusqu'au lever du jour. Sans dormir, sans pleurer, juste assis là, tenant le garçon et l'écoutant respirer. Micah était la seule chose en ce monde que Rhett craignait. Non pas parce qu'il avait peur de le perdre, mais parce qu'il avait peur de quelque chose de pire que la perte. Peur de rester et de ne toujours pas être suffisant. Peur que sa présence ne compense jamais l'absence de la mère du garçon. Et au cours des 3 mois suivants, cette peur allait se révéler vraie d'une manière qu'il n'avait jamais vue venir. Pour comprendre pourquoi Rhett Donovan était assis dans le noir, tenant son fils sans savoir comment prononcer des mots d'amour, il faut remonter bien plus loin. Retourner à Englewood, dans le quartier où chaque enfant qui y grandissait apprenait une leçon avant la première leçon à l'école. Ne jamais laisser personne voir que tu as peur. Englewood se trouvait dans le South Side de Chicago, le genre d'endroit où les ambulances arrivaient 15 minutes plus tard que dans le North Side. Le genre d'endroit où personne n'appelait la police quand des coups de feu retentissaient à 3 heures du matin parce que personne ne viendrait de toute façon. Le genre d'endroit où les enfants apprenaient à faire la différence entre un pistolet et un fusil de chasse avant de pouvoir finir l'alphabet. Rhett a grandi dans un appartement de 2 pièces au 3e étage d'un immeuble gris et sinistre. Les murs s'écaillaient, les tuyaux étaient rouillés et il y avait une odeur dans la cage d'escalier qu'il n'a jamais oubliée. Même après avoir vécu dans un manoir de plusieurs millions de dollars. L'odeur d'humidité mélangée à du plastique fondu. L'odeur de la pauvreté. L'odeur d'une impasse. Son père s'appelait Grant Donovan, un homme de main de bas étage pour une petite bande qui contrôlait quelques pâtés de maisons du quartier. Le genre d'homme envoyé pour collecter l'argent de la protection et livrer de petits paquets. Pas assez important pour être protégé, mais assez impliqué pour être tué quand quelque chose tournait mal. Ce qui a mal tourné est arrivé un mercredi soir ordinaire. Rhett avait 11 ans, assis par terre dans le salon à faire ses devoirs,
car Grant utilisait la table de la salle à manger pour compter de l'argent. On a frappé à la porte. Grant a ouvert. 2 coupes de feu. Grant est tombé à la renverse dans l'appartement. Le sang s'est répandu sur le carrelage marron que la mère de Red avait nettoyé ce matin même. Red a regardé son père mourir en 4 secondes. 4 secondes qu'il a pu compter parce que son cerveau ne savait pas quoi faire d'autre que compter. 1. Les yeux de son père se sont écarquillés. 2. La main de son père a griffé sa poitrine. 3. Le sang a atteint le pied de la table. 4. C'était fini. Personne n'a appelé la police. Sa mère s'appelait Ruth. Elle a traîné ses 2 fils dans la pièce du fond, a fermé la porte, s'est assise contre le mur, a serré Red et Derek fort contre elle et n'a pas pleuré. Pas une seule larme. Parce que Ruth Donovan comprenait qu'à Englewood, pleurer ne sauvait personne. Derek avait alors 17 ans, le frère aîné de Red, de 6 ans son aîné. Et Derek a regardé son père étendu là, puis a regardé sa mère, puis son petit frère, et a pris la décision que Red ne lui a jamais pardonné. Derek est parti. Pas la même nuit, mais dans les 2 semaines suivant les funérailles. Derek a fourré ses affaires dans un sac à dos et a disparu. Pas un seul appel téléphonique, pas une seule lettre, il n'est jamais revenu, laissant sa mère et son frère se débrouiller seuls dans le trou noir que leur père avait laissé derrière lui. Ruth travaillait 2 services dans une blanchisserie industrielle du West Side de la ville. Le service du matin de 5 heures à 1 heure de l'après-midi. Le service du soir de 3 heures à 11 heures du soir. Elle rentrait à minuit avec les mains crevassées par les produits chimiques et le dos courbé par 16 heures de travail debout. Elle a fait ça tous les jours pendant 6 ans. Sans repos, sans se plaindre, sans demander d'aide à personne. Et un lundi matin, quand Red avait 17 ans, elle n'a pas pu se lever. Ruth Donovan est morte dans son lit, dans son sommeil, son cœur s'est arrêté. Le médecin a dit une insuffisance cardiaque causée par un épuisement chronique. Red a traduit cela dans son propre langage. Sa mère était morte d'avoir trop travaillé pour qu'il ait de quoi manger. Et pas une seule personne en ce monde n'avait aidé à alléger son fardeau, ne serait-ce qu'un seul jour. 17 ans, pas de père, pas de mère, pas de frère, pas d'argent, personne. Red se tenait seul au cimetière d'Oakwood après les funérailles de sa mère. L'air de novembre à Chicago était si froid que son souffle gelait devant lui. Et il a fini d'apprendre la dernière leçon que la vie lui avait laissée. La faiblesse avait tué son père. La dévotion avait tué sa mère. Et la famille avait disparu avec Derek. Donc, les seules choses qui restaient étaient la force, le pouvoir, et ne jamais, jamais laisser personne mettre la main sur quelque chose d'important pour lui. Car une fois qu'il l'aurait, il l'utiliserait pour le tuer. À partir de ce moment, Red a construit. À 19 ans, il faisait des courses pour la bande qui contrôlait quelques pâtés de maisons près de chez lui. Il faisait de petites livraisons, collectait de l'argent, le même genre de travail que son père avait fait. Mais Red le faisait différemment. Il observait, il comptait, il se souvenait de qui devait à qui détestait qui était prêt à trahir qui, et il attendait. À 22 ans, il contrôlait 3 pâtés de maison. Pas par les armes, mais par l'information. Il savait tout sur tout le monde, et dans la pègre, savoir la bonne chose au bon moment valait plus qu'une arme. À 28 ans, il a fait tomber le vieux chef. Pas bruyamment, pas avec un bain de sang public. Juste une réunion où le vieux chef est entré avec le pouvoir et est sorti avec rien. Car Red avait déjà acheté toutes les personnes autour de lui bien avant ce jour. À 35 ans, Red Donovan était au sommet. Un empire souterrain s'étendait à travers Chicago. Sa façade était Donovan Holdings, une société immobilière avec des bureaux sur le Magnificent Mile. Des comptes en banque dont la plupart des gens n'oseraient même pas rêver. Les meilleurs avocats de la ville, des systèmes de sécurité de pointe, et Silas Kwan à ses côtés. Le seul homme en qui Red avait confiance, car Silas ne suppliait jamais et ne gaspillait jamais un mot. Red avait construit tout cela de ses propres mains à partir de rien. D'Englewood, du sang sur le carrelage marron et de l'odeur de produits chimiques sur les mains de sa mère. Il avait bâti un empire que personne ne pouvait toucher. Et il croyait que s'il pouvait bâtir un empire, il pouvait tout bâtir. Mais il y avait une chose qui ne pouvait pas être construite par la stratégie, ne pouvait pas être achetée avec de l'argent, ne pouvait pas être saisie par la force. Et c'était de savoir comment aimer un enfant qui refusait de vivre.
Et Red Donovan était sur le point de découvrir que le plus grand empire qu'il ait jamais construit ne l'aiderait en rien. Alors que son fils s'éteignait juste sous ses yeux, Red Donovan pouvait bâtir un empire à partir de rien. Mais il ne pouvait pas construire une vie normale, car il ne savait même pas à quoi ressemblait la normalité. Il n'avait jamais vu un mariage fonctionner comme il était censé le faire. Il n'avait jamais vu deux personnes s'aimer sans que quelqu'un ne meure ou ne s'en aille. Alors, quand il a rencontré Phoebe Ashworth à un gala en cravate noire à l'Art Institute de Chicago l'année de ses 30 ans, il ne cherchait pas l'amour. Il cherchait une pièce manquante dans l'image parfaite qu'il peignait pour le monde extérieur. Phoebe avait 26 ans, la fille de Harrison Ashworth, un titan de la finance de Wall Street avec une succursale à Chicago. Le genre de famille dont l'argent était si ancien qu'ils n'avaient pas besoin de le montrer, car tout le monde le savait déjà. Elle était belle d'une manière qui faisait oublier aux hommes la phrase qu'ils étaient en train de dire. Des yeux marrons foncés, des cheveux blonds platine, le dos droit, le menton levé, un sourire juste assez poli et jamais assez chaleureux. Cette nuit-là, elle se tenait à côté d'un tableau de monnaie dans la galerie, une coupe de champagne à la main. Et quand Red s'est approché, elle s'est tournée pour le regarder avec des yeux qui montraient clairement qu'elle savait exactement qui il était. Elle savait d'où venait son argent. Elle savait que le costume Tom Ford et Donovan Holdings n'était rien de plus qu'une couche de peinture polie sur ce qui se cachait en dessous. Et elle n'a pas posé de questions. Non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de poser de questions sur quelque chose qu'elle avait déjà décidé d'accepter. Ils se sont mariés après 1 an, un mariage à l'Hôtel Peninsula. 400 invités, des fleurs fraîches venues de Hollande par avion, un groupe de jazz en direct. Et pas une seule personne dans cette salle ne croyait vraiment que ces deux personnes étaient amoureuses. Mais personne ne l'a dit, car à ce niveau de la société, le mariage était une alliance. Et une alliance n'avait pas besoin d'amour. Elle n'avait besoin que d'un bénéfice mutuel. Phoebe a obtenu un mari puissant. Red a obtenu la couverture d'une famille respectable et des liens avec les cercles financiers de la vieille fortune du nom Ashworth. Et 4 ans après le mariage, le manoir de Lincoln Park avait l'air parfait de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il faisait plus froid qu'un hiver à Chicago. Ils dormaient dans le même lit, mais se tournaient le dos, dînaient à la même table, mais regardaient leur téléphone, se parlaient avec les voix polies de deux étrangers piégés dans le même contrat. Et Red ne voyait rien de mal à cela, car il n'avait jamais su à quoi le bien était censé ressembler. Puis Phoebe est tombée enceinte. Red a reçu la nouvelle dans son bureau. Phoebe se tenait dans l'embrasure de la porte, le test à la main. Son visage n'était ni heureux ni triste, seulement plat et immobile comme la surface d'un lac en hiver. Et elle a dit les deux mots « c'est positif », comme si elle rapportait des résultats d'analyse de sang, pas comme si elle annonçait à son mari qu'ils allaient avoir un enfant, mais quelque chose à l'intérieur de Red a changé à ce moment-là. Quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, car il n'avait pas le vocabulaire pour ce genre de sentiment. C'était comme de l'espoir, mais plus fort, comme de la peur, mais plus chaleureux. Comme si pour la première fois en 35 ans de vie, il pouvait regarder vers l'avenir et voir quelque chose au-delà du pouvoir et de l'argent. Micah est né au Northwestern Memorial un mardi matin à 7h12, pesant 3,4 kg. Il a pleuré bruyamment dès sa sortie. Red se tenait dans la salle d'accouchement, regardant le médecin placer le bébé sur la poitrine de Phoebe, et il a oublié comment respirer. Puis, quand l'infirmière a transféré Micah dans ses bras, Red a tenu son fils avec des bras plus habitués à tenir des armes qu'à tenir des gens. Et ses mains ont tremblé. Elles ont tremblé si fort que l'infirmière lui a demandé s'il allait bien. Et il n'allait pas bien. Il n'allait pas bien du tout, car pour la première fois de sa vie, Red Donovan tenait quelque chose qu'il avait plus peur de briser que n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars. Il a penché son visage vers Micah, a regardé le petit nez, a regardé les yeux fermés et a murmuré « Tu ne grandiras pas comme moi. Tu m'entends? Tu n'auras pas à apprendre à survivre, car je m'en occuperai. Je te le promets. » Mais quand il a levé les yeux et a regardé Phoebe, ce qu'il a vu a éteint la moitié de cet espoir naissant. Phoebe regardait Micah, mais ses yeux étaient vides. Pas vides d'épuisement. Vide parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Pas de joie, pas d'émotion, pas de connexion. Elle regardait le bébé qui venait de sortir de son corps.
De la même manière que quelqu'un pourrait regarder un objet étrange dont il ne sait pas quoi faire. Red a vu cela, mais il n'a rien dit, car il ne savait pas quoi dire. Car peut-être, se disait-il, que ça irait mieux. Les hormones se stabiliseraient, Phoebe s'adapterait, tout irait bien, tout n'allait pas bien. 6 semaines plus tard, Phoebe a disparu. Et c'est cette nuit-là que tout s'est effondré. La nuit que Red avait déjà vécue. La nuit des cris à s'en déchirer les poumons, du biberon froid et de la promesse faite dans une pièce vide. La nuit où il a découvert que son empire intouchable avait une fissure que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient combler. Et cette fissure reposait dans ses bras, pesant 3,4 kg, pleurant jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, et complètement dépendante d'un homme à qui personne n'avait jamais appris à aimer. 6 semaines après la nuit où Phoebe a disparu, Micah mourait lentement, et Red ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Il ne mourait pas de maladie, ni parce que quelqu'un lui avait fait du mal. Mais il mourait de refus, refusant de se nourrir, refusant d'être tenu, refusant chaque main tendue vers lui. Comme si ce bébé de 3 mois avait, par l'instinct le plus primitif, déjà décidé que personne en ce monde ne pouvait être digne de confiance, et qu'il préférerait mourir de faim plutôt que de prendre du lait d'un étranger. La première nounou a duré 3 jours. Une femme avec 20 ans d'expérience dans la garde d'enfants riches. Mais elle n'avait jamais rencontré un bébé qui refusait de vivre avec une telle détermination. Micah hurlait chaque fois qu'elle le touchait, détournait la tête du biberon, se débattait jusqu'à ce que son visage devienne violet. Et elle a démissionné, disant simplement que le bébé avait besoin d'un médecin, pas d'une nounou. La deuxième a été renvoyée par Red après qu'il a vérifié les caméras à 2 heures du matin. Il l'a vu faire défiler son téléphone pendant que Micah pleurait dans son berceau. Red a appelé Silas et n'a dit qu'une seule phrase. « Fais-la sortir de la maison avant que je ne descende. » Silas a compris, et la deuxième nounou était partie avant l'aube. La troisième était une infirmière praticienne en pédiatrie. Elle a duré 2 semaines. Micah tolérait de se nourrir avec elle juste assez pour survivre, mais jamais assez. Et à la fin, elle a démissionné pour une raison. Elle l'a résumé en une phrase. « Je n'ai pas l'habitude de travailler dans un endroit où des gardes du corps armé se tiennent devant la chambre d'un bébé. » Red n'a pas essayé de la retenir, car il comprenait que son monde n'était pas un endroit que les gens ordinaires pouvaient supporter. La quatrième est partie sans donner de raison, laissant simplement sa clé sur la table de la cuisine un mardi matin et ne répondant plus jamais à son téléphone. Le docteur Gemma Thornton est venu examiner Micah à la fin de la 12e semaine. C'était la seule pédiatre en qui Red avait confiance, car elle avait traité Micah depuis le premier jour. Et elle était assez directe pour dire à Red ce qu'il ne voulait pas entendre. Ce jour-là, elle a placé Micah sur la table d'examen dans la chambre privée du 2e étage. Elle l'a pesé, l'a mesuré et vérifié ses réflexes, a projeté une lumière dans ses yeux, a doucement pressé ses bras et ses jambes. Et pendant tout l'examen, Micah n'a pas pleuré, ne s'est pas tortillé. Il est resté là, les yeux ternes fixant le plafond, comme un bébé trop épuisé pour résister à quoi que ce soit. Gemma a posé son stylo et enlevé ses lunettes et a regardé Red droit dans les yeux. Son poids est inférieur de 20% à son indice de développement. Ses réflexes sont faibles. Ses yeux ne se concentrent pas bien. Red, ce bébé est gravement sous-alimenté. Et s'il n'y a pas d'amélioration d'ici une semaine, je serai obligé de l'admettre au Northwestern, de commencer des perfusions intraveineuses. Et tu sais ce qui se passe quand un bébé de 3 mois est hospitalisé pour malnutrition alors que sa mère a disparu et que son père est le seul à s'occuper de lui? Red savait. Hospitalisation signifiait dossiers médicaux. Dossiers médicaux signifiait signalement obligatoire. Selon la loi de l'Illinois, les médecins et les infirmières étaient tenus de signaler tout cas suspect de négligence envers un enfant. Signalement signifiait les services de protection de l'enfance. Les services de protection de l'enfance ouvriraient une enquête. Et une enquête signifiait que des gens du gouvernement fouilleraient dans la vie de Red Donovan. Et s'ils creusaient assez profondément, ils toucheraient à la chose même que le Federal Bureau of Investigation essayait d'atteindre depuis 10 ans. Une série de dominos que Red ne pouvait pas permettre de faire tomber. Silas se tenait dans le coin de la pièce, silencieux tout le temps, et quand Gemma est partie, il n'a dit qu'une seule phrase d'une voix plate, tranchante comme une lame. « Trouve quelqu'un rapidement, avant vendredi. »
Red s'est assis dans son bureau cette nuit-là, fixant le flux de la caméra de la chambre de Micah. Le bébé était dans le berceau, les yeux ouverts, ne pleurant pas, ne bougeant pas, juste allongé là. Et cette image était plus terrifiante que n'importe quelle nuit que Red avait survécu à Englewood. Car le fait que le bébé ne pleurait plus signifiait qu'il avait abandonné. 3 mois et déjà abandonné. Et Red, un homme qui n'avait jamais abandonné de sa vie, était complètement impuissant. Margaret Burness est venue le voir le lendemain matin. C'était la gouvernante de 62 ans qui servait dans le manoir depuis 15 ans. La seule personne dans la maison qui osait frapper à la porte du bureau de Rhett sans rendez-vous. Elle s'est assise en face de lui et a dit « Je connais quelqu'un. Je travaillais avec elle il y a des années à l'hôpital du comté de Cook. Une de mes amies est l'infirmière en chef là-bas, et elle m'a parlé d'une infirmière en pédiatrie, la meilleure de l'unité. Les enfants pleurent toute la journée, et dès qu'elle les prend, ils se calment comme par magie. » Rhett n'a pas levé les yeux. Margaret a continué. Mais elle a quitté son travail il y a 3 mois. Elle a perdu son bébé, un petit garçon de seulement 3 mois, le syndrome de la mort subite du nourrisson. Elle est anéantie depuis. Mais Rhett, j'ai confiance en elle comme en une sœur. Si quelqu'un peut sauver Micah, c'est elle. Et peut-être que Micah peut la sauver aussi. Rhett a levé les yeux pour la première fois ce matin-là, a regardé Margaret, puis est revenu à l'écran de la caméra. Micah était toujours allongé là, les yeux ouverts, silencieux. Fais l'avenir, signe le contrat. Lundi matin, il a dit cela et a baissé les yeux sur la pile de paperasse, sans demander son nom, sans demander son âge, sans rien demander d'autre. 2 références, expérience en pédiatrie, disponibles immédiatement. Assez. Il ne savait pas que la femme qui allait franchir les grilles en fer de sa maison le lundi matin suivant n'apporterait pas seulement une petite valise et un cœur brisé. Elle porterait aussi un fil invisible qui la reliait au bébé allongé dans le berceau au 2e étage, par quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait enregistrer et qu'aucune caméra ne pouvait voir. Le sang. Et quand ce fil serait tiré à la lumière, il réduirait presque en cendres tout ce qu'ils essayaient tous les deux de reconstruire sur les ruines. Le lundi matin, les grilles en fer du manoir de Lincoln Park se sont ouvertes, et la femme que Margaret avait promise est arrivée. Josie Callahan se tenait à l'entrée avec une petite valise en tissu, du genre qu'on achète chez Target pour 30 $. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval lâche, sans maquillage, de vieilles baskets usées aux orteils, et une veste légère qui n'était pas assez chaude pour un matin de Chicago ce mois-là. Elle ressemblait à quelqu'un qui faisait de son mieux simplement pour être là, pas pour impressionner. Et c'était la première chose qui la différenciait de tous ceux qui avaient jamais franchi ses grilles. Les caméras de sécurité ont enregistré le moment où elle s'est tenue là, regardant le manoir. Elle a marqué une pause de 2 secondes, a pris une longue inspiration comme quelqu'un sur le point d'entrer dans l'eau froide, puis a franchi le seuil. Elle avait 27 ans, mais ses yeux paraissaient plus vieux. Le genre de vieillesse qui ne vient pas de l'âge, mais de la perte. Le genre d'yeux que seules les personnes qui ont enterré quelque chose de plus précieux que leur propre vie peuvent avoir. Josie avait grandi à Bridgeport, à seulement quelques kilomètres d'Englewood, mais un monde à part. Bridgeport était un quartier ouvrier, pas riche mais pas mourant non plus. Le genre d'endroit où les gens rentraient du travail à l'heure et fermaient la porte d'entrée à clé avant 10 heures du soir. Son père était mort jeune dans un accident de construction quand elle avait 7 ans. Sa mère était infirmière dans une clinique communautaire, travaillant des journées de 12 heures, mais rentrant toujours à temps pour vérifier les devoirs de ses 2 enfants. C'est sa mère qui a appris à Josie que prendre soin des autres n'était pas un fardeau, mais une façon de vivre. Et Josie a emporté cette leçon avec elle à l'école d'infirmière, puis dans le service de pédiatrie de l'hôpital du comté de Cook, puis dans chaque chambre d'hôpital où elle est entrée. Son frère s'appelait Connor, de 3 ans son aîné. Connor n'était pas parti étudier. Il était resté à Chicago et travaillait comme barman dans un club de la Gold Coast. Il vivait simplement, riait facilement, aimait sa sœur de la manière dont les hommes le font souvent quand ils ne savent pas le dire à voix haute. Parfois, il appelait pour lui demander si elle avait déjà mangé, puis raccrochait. Parfois, il virait quelques centaines de dollars sur le compte de Josie quand il savait qu'elle était à court d'argent, sans dire un mot. Josie s'était mariée à 24 ans. Son mari était ingénieur en construction, gentil, ordinaire,
le genre d'homme que sa mère aurait approuvé d'un signe de tête. Et 1 an plus tard, elle a donné naissance à Theo, un fils. 3,2 kg, en bonne santé, pleurant fort, se nourrissant bien. Et les 4 mois suivants ont été les 4 mois les plus heureux de la vie de Josie Callahan. Elle chantait pour Theo tous les soirs. Elle parlait à Theo toute la journée, même si elle savait qu'il ne comprenait pas encore. Elle posait sa main sur la poitrine de Theo chaque fois qu'il dormait pour pouvoir sentir sa respiration. Car elle était infirmière en pédiatrie et elle savait mieux que la plupart que parfois les nourrissons arrêtaient de respirer et personne ne savait pourquoi. Mais savoir ne signifiait pas que l'on pouvait l'empêcher. Une nuit d'octobre, Josie a couché Theo dans son berceau après l'avoir nourri, a vérifié le moniteur, a embrassé son front, a éteint la lumière et est allée se coucher. Le lendemain matin, elle s'est réveillée à 6 heures, a fait du café, puis est allée dans la chambre de Theo. Il était immobile. Sa poitrine ne se soulevait pas. Sa peau était froide. Le SMSN, le syndrome de la mort subite du nourrisson. Aucune cause, aucun avertissement, personne à blâmer. Les centres de contrôle et de prévention des maladies enregistrent environ 1400 cas chaque année aux États-Unis. Et Theo était l'un d'eux. Un numéro dans une statistique, mais le monde entier pour Josie. Elle a tenu le corps froid de Theo et a appelé son nom, a appelé et appelé jusqu'à ce que quelqu'un l'éloigne. Elle ne se souvient pas de qui. Elle ne se souvient pas de comment. Elle se souvient seulement du son de sa propre voix criant son nom dans cette petite chambre. Son mari n'a pas pu le supporter. 2 mois plus tard, ils ont divorcé. Il n'était pas cruel, juste pas assez fort pour rester aux côtés d'une femme dont le chagrin s'était transformé en ténèbres. Et Josie ne l'a pas blâmé. Elle comprenait, car elle ne pouvait pas se supporter elle-même non plus. Elle a quitté son travail à Cook County, a quitté l'appartement, a emménagé dans un minuscule studio du Southside. Elle a perdu 10 kilogrammes et gardé le réfrigérateur vide, et gardé les rideaux fermés toute la journée. Et elle a existé, pas vécu. Elle a existé jusqu'à ce que Margaret appelle et dise qu'il y avait un bébé qui avait besoin d'elle. Et cette phrase, « Il y a un bébé qui a besoin de toi », a été le seul fil assez solide pour tirer Josie du fond. Maintenant, elle se tenait dans le salon du manoir de Lincoln Park, face à Rhett Donovan. Un homme debout, les 2 mains dans les poches de son pantalon. Les yeux froids, la mâchoire rigide, et une voix plate comme s'il lisait les termes d'un contrat. Votre chambre est au 2e étage, à côté de celle du bébé. L'horaire des repas est sur la table. N'entrez jamais dans mon bureau. Ne posez pas de questions sur mon travail. N'invitez personne à la maison. Ne partez pas sans en informer Silas. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à Margaret. 5 minutes. Il a énoncé toutes les règles en 5 minutes, avec le genre de voix que Josie devinait qu'il utilisait pour lire les termes à ses partenaires commerciaux. Froid, précis, pas un mot superflu. Et pas une seule fois il ne l'a regardé dans les yeux. Le bébé est à l'étage. Il ne laisse personne le tenir. Il pleure beaucoup. Il a dit la dernière phrase comme quelqu'un commenterait la météo, puis s'est détourné, se préparant à partir. Je dois d'abord voir le bébé. Rhett s'est arrêté, non pas parce que la phrase était déroutante, mais à cause du ton. Elle l'avait dit d'une voix calme et douce, mais pas comme une demande. Sans ajouter si cela vous convient ou quand cela vous arrangera. Elle l'a dit comme si elle énonçait un fait, sans demander la permission. Et personne dans cette maison, pas même Silas, Neumann, ne parlait à Rhett Donovan sur ce ton. Il s'est retourné et l'a regardé. La première fois qu'il l'a vraiment regardé. Il a regardé dans les yeux bruns et stables qui le fixaient sans ciller, sans peur, sans être impressionné par le manoir, le costume ou le nom Donovan. Les yeux d'une personne qui avait déjà perdu la chose la plus effrayante qu'il y ait à perdre, et qui n'avait donc plus rien au monde d'assez puissant pour lui faire baisser la tête. Il n'a rien dit. Il a seulement incliné légèrement la tête vers l'escalier, signifiant monter. Et Josie Callahan a pris sa valise à 30 $ et a monté les escaliers du manoir de plusieurs millions de dollars. Chaque pas léger mais sûr, tandis que Rhett se tenait en bas, la regardant. Ne sachant pas encore que la femme qui venait de lui adresser 6 mots d'une voix qui ne demandait pas la permission, deviendrait celle qui changerait tout ce qu'il pensait savoir sur la force et la faiblesse. Josie a poussé la porte de la chambre de Micah, et la première chose qu'elle a ressentie n'était pas quelque chose qu'elle a vu, mais quelque chose qu'elle a senti.
La pièce était froide. Froide de la manière dont un endroit le devient quand les rideaux sont restés fermés trop longtemps. L'air était vicié, l'odeur de couche propre mélangée à un désinfectant médical. Plus comme une chambre d'hôpital qu'une nurserie. Un berceau blanc se tenait au centre de la pièce. Le genre de berceau cher que Josie a reconnu immédiatement. Car elle l'avait vu une fois dans un catalogue qu'elle ne pouvait pas se permettre quand elle en voulait un pour Théo. Des barreaux en bois peints en blanc, un matelas brûlé, des justement et des draps en coton égyptien. Tout était parfait, sauf le bébé qui était allongé, qui semblait disparaître dans le matelas. Micah était là, si petit, les yeux fermés, la peau si pâle que Josie pouvait voir les fines veines bleues sous ses tempes. Sa respiration était si faible qu'elle devait regarder attentivement pour voir sa poitrine se soulever. Et le moniteur cardiaque sur la table à côté du berceau clignotait régulièrement. C'était la seule chose dans la pièce qui essayait encore. Josie n'a pas soulevé Micah tout de suite. Les 4 nounous avant elle l'avaient fait, et toutes avaient échoué. Elle le savait parce que Margaret le lui avait dit en montant les escaliers. « Ne vous précipitez pas pour le prendre, mademoiselle Josie. Il a peur des mains étrangères. Dès que quelqu'un le soulève, il se met à hurler. » Et Josie comprenait. Elle comprenait plus profondément que Margaret ne l'imaginait, car elle était infirmière en pédiatrie et elle savait qu'un enfant abandonné n'a pas peur des mains inconnues. Il a peur d'être tenu puis reposé, peur de s'habituer à quelqu'un puis de le perdre. Il rejette les gens non pas parce qu'il les déteste, mais parce qu'il se protège. 3 mois et il se protégeait déjà. Et cela a fait mal au cœur de Josie d'une manière qu'elle se croyait trop engourdie pour ressentir encore. Elle a tiré la petite chaise du coin de la pièce, l'a placée à côté du berceau, s'est assise. Elle n'a pas touché le berceau, n'a pas touché Micah. Elle s'est juste assise là et a commencé à chanter une berceuse qu'elle avait chantée à Théo tous les soirs pendant 4 mois. La chanson que sa mère lui chantait quand elle était petite à Bridgeport. Une mélodie simple, des mots simples. Et c'était la première fois qu'elle la chantait depuis la dernière nuit, où elle avait couché Théo dans son berceau. Sa voix a tremblé sur la première note, a tremblé si fort qu'elle a failli s'arrêter. Car cette note a ramené des souvenirs, a ramené l'odeur des cheveux de Théo et ramené la sensation de son petit corps allongé sur sa poitrine pour la dernière fois. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a ravalé ses larmes et a continué à chanter. Doucement, tendrement, régulièrement, comme l'eau qui coule sur la pierre. 5 minutes. Micah a ouvert les yeux. Il n'a pas pleuré, ne s'est pas agité. Il les a seulement ouverts et a regardé. Des yeux bleus pâles, clairs et fixés sur Josie, avec une concentration qu'aucun bébé de 3 mois ne devrait avoir. Comme s'il essayait de comprendre qui elle était, essayant de la classer dans l'une des 2 catégories. La personne qui resterait ou la personne qui partirait. Josie n'a pas détourné le regard. Elle l'a regardé en retour, chantant et le regardant en même temps. Laissant Micah voir ses yeux, voir qu'elle n'était pas pressée, n'avait pas peur, n'allait nulle part. 10 minutes. Rosie a glissé sa main dans le berceau lentement, centimètre par centimètre. Elle a posé sa paume sur la poitrine de Micah, assez légèrement pour que ce ne soit presque pas un contact du tout. Juste assez pour qu'il sente la chaleur. Et Micah ne s'est pas débattu, ne s'est pas détourné. Elle l'a soulevé lentement, une main soutenant sa tête, une main soutenant son dos. Exactement comme elle avait soulevé des centaines de bébés dans le service de pédiatrie de Cook County. Mais cette fois, ses propres mains tremblaient aussi, car il était si léger, plus léger que Théo ne l'avait été à 4 mois. Assez léger pour qu'elle puisse sentir ses côtes à travers ses vêtements. Et elle a placé Micah contre sa poitrine, juste là où son cœur battait. Micah s'est tortillé pendant 1 seconde, 2 secondes, puis a pressé son visage dans son cou, son nez contre sa peau et s'est tu. Complètement silencieux. Pas silencieux d'épuisement. Silencieux parce qu'il avait trouvé quelque chose. Le genre de silence qui vient quand un enfant a trouvé le seul endroit où il se sent assez en sécurité pour arrêter de se battre. Josie est restée parfaitement immobile, n'osant pas bouger. Un bras autour de Micah, l'autre main posée sur son dos, sentant ses petites respirations chaudes contre son cou. Et elle a pleuré en silence, des larmes coulant sur son visage qu'elle n'a pas essuyées, car elle ne voulait pas retirer sa main du dos de Micah. 15 minutes. Margaret est apparue à la porte avec un biberon chaud. Elle s'est arrêtée et a regardé la scène devant elle.
Josie se balançant doucement avec Micah sur sa poitrine. Les yeux du bébé ouverts mais calmes, et quand Josie a soigneusement approché le biberon de la bouche de Micah, il s'est agrippé et a bu. Et vraiment bu. Pas seulement quelques gorgées réticentes avant de se détourner comme il l'avait fait avec la troisième nounou, mais il a bu régulièrement, a bu suffisamment, a bu avec la faim d'un enfant qui était resté trop longtemps sans nourriture et qui avait enfin trouvé la personne de qui il était prêt à l'accepter. Margaret se tenait à la porte, une main sur la bouche, les yeux rouges. Elle était dans cette maison depuis 15 ans, avait vu 4 nounous échouer, avait écouté Micah pleurer jusqu'à s'enrouer chaque nuit. Et maintenant, elle le regardait prendre un biberon dans les bras d'une fille qu'elle avait fait entrer dans la maison ce matin même. Et elle ne comprenait pas comment, mais elle savait qu'elle avait eu raison. Margaret Byrne avait eu raison. Josie a baissé les yeux sur Micah et regardé dans les yeux bleus pâles qui la fixaient pendant qu'il buvait, et elle a ressenti quelque chose d'étrange. Pas seulement du soulagement, mais un fil. Un fil qui la tirait vers ce bébé plus fortement que tout ce qu'elle avait jamais ressenti, sauf avec Théo. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle pensait que c'était peut-être parce qu'elle était infirmière et que c'était un instinct professionnel. Peut-être parce que Micah avait le même âge que Théo quand Théo est mort et que son corps réagissait à la mémoire. Peut-être parce qu'elle était trop seule et que le bébé avait trop besoin de quelqu'un, si bien que les deux vides s'étaient simplement emboîtés. Elle ne connaissait pas la vraie raison. Elle ne savait pas que le sang dans ses veines et le sang dans le corps de Micah partageaient la moitié du même héritage. Que son frère Connor Callahan était le père biologique de ce bébé. Que Micah, par l'instinct le plus primitif d'une créature infantile, avait reconnu l'odeur, le battement de cœur, la fréquence de la voix de quelqu'un qui partageait son sang. Et c'est pourquoi il l'avait choisi. Pas de la magie, pas de la chance, mais le sang appelant le sang. Mais cette vérité était encore profondément enfouie, invisible, insoupçonnée. Et avant qu'elle ne remonte à la surface, il y aurait de bons jours. Des jours où la fille à la petite valise et le bébé qui avait refusé de vivre se sauveraient mutuellement, petit à petit, un jour à la fois. Mais il viendrait aussi un jour où le secret dans le sang de Micah serait traîné à la lumière. Et ce jour-là détruirait presque tout ce qu'ils essayaient tous de reconstruire. La première chose que Josie a faite le mardi matin, son deuxième jour dans le manoir, a été d'ouvrir les rideaux de la chambre de Micah. Les 2 lourds panneaux de velours gris que personne n'avait pris la peine de tirer depuis 3 mois ont été largement ouverts et la lumière a inondé la pièce. Le soleil matinal de Chicago à cette période de l'année n'était pas éclatant, mais il était assez brillant pour réveiller la pièce. Assez brillant pour que Josie voie la poussière flotter dans l'air comme de minuscules particules remuées d'un long sommeil. Et Micah était allongé dans son berceau, les yeux ouverts, fixant la lumière avec le genre d'émerveillement que seul un bébé de 3 mois pouvait avoir. Comme s'il venait de découvrir qu'un monde au-delà des rideaux existait. À partir de ce moment, Josie n'a plus jamais fermé les rideaux. Le matin, elle entr'ouvrait la fenêtre pour laisser entrer la brise. L'après-midi, elle portait Micah à la vitre et lui montrait le chêne dans le jardin, l'oiseau sur la branche, les nuages qui passaient. Elle parlait à Micah toute la journée, non pas avec la voix chantante que les adultes utilisent avec les bébés, mais d'une voix normale, comme si elle parlait à quelqu'un qui écoutait. Le temps est magnifique aujourd'hui, Micah. Le vent est un peu froid, mais le soleil est chaud. Je pense que nous devrions aller un peu dans le jardin cet après-midi. Qu'en penses-tu? Aimes-tu le soleil? Et Micah la regardait avec ses yeux bleus pâles, concentrés comme s'il essayait de comprendre chaque mot. Bien sûr, il ne comprenait pas, mais il écoutait. Il écoutait sa voix, son rythme, et c'était suffisant. Elle chantait doucement en le nourrissant. Une chanson différente à chaque fois, mais toujours sur le même ton bas et chaleureux. Elle demandait à Micah s'il aimait le lait un peu plus chaud ou un peu plus frais, puis répondait pour lui. Oui, je sais, un peu plus chaud, n'est-ce pas? Elle changeait sa couche en lui racontant des histoires sur un canard qu'elle inventait sur le champ. Et Margaret se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant, secouant légèrement la tête. Non pas parce qu'elle désapprouvait, mais parce qu'elle n'arrivait pas à y croire. 15 ans dans cette maison, et c'était la première fois qu'elle entendait quelqu'un parler à un bébé dans ce manoir comme s'il comptait. La maison elle-même a commencé à sentir différemment. L'odeur de lait chaud de la cuisine à 6 heures du matin quand Josie préparait les biberons.
le léger parfum qu'elle vaporisait sur ses poignets. Rien de cher. Le genre vendu chez Walgreens, mais son doux parfum floral blanc flottait dans le couloir du deuxième étage. L'odeur de lessive pour bébé après qu'elle soit passée à une sorte plus douce sans produits chimiques, car la peau de Micah était sensible. Margaret l'a remarqué en premier. Elle a dit à Silas dans la cuisine, « La maison sent de la vie maintenant, Monsieur Silas. » Silas n'a pas commenté, mais il n'a pas objecté non plus. Et pour Silas Kwan, ne pas objecter était de la forme la plus forte d'accord qu'il avait. Micah a changé de jour en jour. Le troisième jour, il a fini un biberon complet sans détourner la tête. Le quatrième jour, il a enroulé ses doigts autour de l'un de ceux de Josie et ne l'a pas lâché pendant 20 minutes. Le cinquième jour, il a dormi 3 heures d'affilée sur sa poitrine sans se réveiller en sursaut, et c'était un nouveau record au cours des 3 derniers mois. Le docteur Gemma Thornton est passé à la fin de la semaine pour le contrôler. Elle l'a pesé, l'a mesuré, a testé ses réflexes, et cette fois, Micah a donné un coup de pied quand Gemma a appuyé légèrement sur la plante de son pied. Le réflexe était fort et clair, ses yeux se concentraient mieux, et Gemma a levé les yeux vers Josie, qui se tenait à côté du berceau, avec une expression que Josie ne pouvait pas tout à fait lire, que ce soit de l'éloge, de la surprise, ou les deux. Il a pris 400 grammes en une semaine. Les réflexes s'améliorent clairement. Ses yeux commencent à suivre. Elle a fait une pause et a regardé Josie une seconde de plus. Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez. Ne changez rien. Josie a hoché la tête et n'a rien dit, mais à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose s'est réchauffé pour la première fois après 3 mois de jeu. Le sentiment d'être nécessaire, le sentiment d'être encore utile. Un sentiment qu'elle pensait mort avec Théo. En milieu de semaine, le mercredi, Rhett est rentré tôt. Pas tôt selon les normes des gens ordinaires, mais tôt selon les normes de Rhett Donovan. 4 heures de l'après-midi au lieu de 10 heures du soir. La dernière réunion avait été annulée car son associé avait été convoqué par le Federal Bureau of Investigation. Rhett est donc quitté Donovan Holdings sur le Magnificent Mile et est retourné à Lincoln Park sans appeler, sans informer Silas, sans trop y penser. Il a franchi la porte, a enlevé ses chaussures et se dirigeait vers l'escalier quand il a entendu un son du deuxième étage. Un son qu'il n'a pas reconnu au début, car il ne l'avait jamais entendu dans cette maison auparavant. Ce n'était pas des pleurs, ce n'était pas le moniteur, ce n'était pas le silence lourd qui était devenu la bande-son du manoir ces 3 derniers mois. C'était du babillage, un petit « ah » prolongé, puis « ouh », puis « ah » de nouveau. Le son d'un bébé qui essaye sa voix, découvrant que sa bouche pouvait faire d'autres sons que des pleurs. Et entremêlés, il y avait la voix de Josie, légère et amusée. « Oh, vraiment? C'est vrai? Vas-y, raconte-moi la suite. » Et puis, que s'est-il passé? Comme si le bébé venait de dire quelque chose de fascinant et qu'elle écoutait avec une attention totale. Rhett s'est arrêté au pied de l'escalier, une main sur la rampe, un pied sur la première marche et n'est pas allé plus loin. Il est resté là à écouter son fils faire des sons, faire une voix. Pour la première fois de la vie de Micah, la première fois que ce n'était pas des pleurs. Et il a réalisé quelque chose qui l'a fait serrer la rampe plus fort. Que lui, Rhett Donovan, le père de Micah, n'avait jamais entendu la voix de son propre enfant. 3 mois. Il avait vécu dans la même maison que ce bébé pendant 3 mois. Et les seules choses qu'il avait jamais entendues de lui étaient des pleurs et du silence. Et maintenant, une fille qui était là depuis moins d'1 semaine avait fait ce que tout son argent, tout son pouvoir et 4 nounous professionnels n'avaient pas réussi à faire. Elle avait donné à son fils une raison de parler. Il est resté au pied de l'escalier pendant un long moment, à écouter, seulement à écouter. Et quelque chose changeait dans cette maison, dans l'air, dans la lumière qui filtrait par les fenêtres autrefois toujours fermées, dans l'odeur de lait chaud et de fleurs blanches. Et en lui aussi, à l'endroit où il avait construit des murs depuis l'âge de 11 ans. Quelque chose se fissurait lentement, doucement, comme la glace qui fond au début du printemps. Et il ne savait pas s'il devait avoir peur ou laisser faire. Cette nuit-là, Rhett n'est pas monté dans la chambre. Il est allé directement à la cuisine, après être resté au pied de l'escalier, à écouter son fils babiller, jusqu'à ce que les petits sons commencent à s'estomper et que Josie se mette à chanter une berceuse, ce qui signifiait que Micah s'endormait. Et Rhett ne voulait pas monter,
car il ne savait pas quoi faire de ce qui se passait dans sa poitrine. Alors il a fait ce qu'il faisait toujours quand il ne savait pas quoi faire. Il s'est versé un whisky. La cuisine était sombre, éclairée seulement par la petite lumière au-dessus de la hotte. Rhett s'est assis au comptoir en marbre, avec un verre de Macallan à la main, et a écouté la maison se calmer progressivement. Puis sont venus les bruits de pas feutrés dans l'escalier. Josie est descendue à la cuisine. Elle ne l'a pas vu tout de suite, car la cuisine était sombre et il était assis dans le coin. Elle est allée directement à l'évier, a ouvert un mince filet d'eau et a commencé à laver soigneusement les biberons. Chaque pièce, la tétine, la bague, le biberon lui-même, avec le genre de soin que Red a reconnu ne pas être là parce qu'elle était une employée, mais parce qu'elle s'en souciait. Puis elle s'est retournée et l'a vu assis là, dans le noir. Elle a sursauté légèrement, mais n'a pas crié, s'est seulement arrêtée une seconde avant de continuer à laver. Elle vivait dans une maison de la mafia depuis une semaine maintenant, et elle s'était déjà habituée à ce que des gens apparaissent dans l'ombre. Une semaine, a-t-il dit d'une voix basse, le whisky tournant lentement dans sa main. Josie s'est retournée, a fermé l'eau et s'est séché les mains sur une serviette. Tu es ici depuis une semaine. Il a babillé pour la première fois aujourd'hui. Les 4 avant toi n'ont pas réussi ça en 3 mois. Il l'a regardé. Qu'as-tu fait? Josie n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est adossée à l'évier, les 2 mains posées sur le comptoir derrière elle, réfléchissant. Non pas parce qu'elle ne connaissait pas la réponse, mais parce qu'elle choisissait comment l'expliquer d'une manière que cet homme comprendrait. Car après une semaine, elle avait déjà réalisé que Rhett Donovan comprenait le langage du pouvoir, de la stratégie et du calcul. Mais le langage simple, il ne le connaissait pas très bien. Je l'ai laissé entendre les battements de mon cœur. Rhett a froncé les sourcils. Josie a continué, sa voix calme, sans sermonner, sans enseigner, simplement en parlant. Pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, le son le plus clair qu'un bébé entend est un battement de cœur. Il l'entend tous les jours, toutes les nuits, constamment. C'est le son le plus sûr au monde pour lui. Plus qu'une voix, plus que de la musique, plus que toute autre chose. Car un battement de cœur signifie que quelqu'un est là. Un battement de cœur signifie qu'il n'est pas seul. Elle a fait une pause. Quand Phoebe est partie, Micah a perdu ce son. Les gens sont venus, l'ont nourri, ont changé sa couche, l'ont tenu. Mais personne ne l'a tenu assez près, assez longtemps pour qu'il entende à nouveau un battement de cœur. Il ne rejette pas le lait, Rhett. Il rejette les gens parce que personne ne lui a donné ce dont il a réellement besoin. Être tenu assez près pour savoir que quelqu'un est là et ne part pas. La cuisine est devenue silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait régulièrement. Red a baissé les yeux sur le whisky dans son verre, le faisant tourner lentement sur la surface de pierre. La petite lumière se reflétait dans la couleur ambrée de l'alcool. Et il a pensé, depuis combien de temps n'avait-il pas tenu Micah? Il portait son fils. Oui, il le portait chaque soir en rentrant, le soulevait pour vérifier s'il allait bien, le soulevait pour que Margaret puisse changer ses vêtements. Mais porter et tenir étaient 2 choses complètement différentes. Porter, c'était garder quelqu'un dans ses bras. Tenir, c'était rester. Porter, c'était avec les mains. Tenir, c'était avec tout son corps. Et Red a réalisé qu'il n'avait jamais tenu son fils. Pas une seule fois. Il avait gardé le garçon dans les 2 bras les plus forts du South Side de Chicago. Mais il ne l'avait jamais serré assez près pour entendre son cœur battre. Et ce n'était pas la faute de Micah, ni la faute d'aucune nounou. C'était de la sienne. Car il avait construit des murs autour de lui si épais que même son propre fils ne pouvait pas les franchir. Tu peux aller te coucher. Sa voix est sortie plus rauque qu'il ne le voulait. Josie l'a regardé une seconde de plus. Un regard sans jugement, sans pitié, juste un regard. Puis elle a fait un petit signe de tête et est remontée. C'est pas léger, silencieux. Et Red est resté seul dans la cuisine pendant un long moment, le whisky intact après cela. 4 mots résonnant encore et encore dans l'esprit, qui savaient comment gérer les complots, les stratégies et les guerres valant des millions de dollars. Entendre les battements de mon cœur, les 4 mots les plus simples que quelqu'un lui ait jamais dit, et ils l'ont changé plus que n'importe quelle bataille qu'il ait jamais gagnée ou perdue, car les batailles étaient des choses qu'il savait comment mener. Mais tenir son fils assez près pour entendre son cœur battre était quelque chose qu'il n'avait jamais su faire. Et ce soir, pour la première fois, il voulait l'apprendre.
L'après-midi suivant, Josie avait Micah allongé sur le tapis moelleux de sa chambre. Elle venait de finir de le nourrir et le laissait s'allonger là et jouer. Ses petites mains s'élevaient et attrapaient l'air. Ses yeux grands ouverts se déplaçaient dans la pièce avec une sorte de curiosité qui n'existait pas une semaine auparavant. Le bébé revenait à la vie et quiconque regardait pouvait le voir. Margaret est entrée, portant une pile de serviettes propres, les a posées sur l'étagère, puis s'est tenue à côté de Josie et a regardé Micah. Elle est restée silencieuse un moment. De la manière dont les gens sont silencieux lorsqu'ils décident s'ils doivent dire ce qu'ils ont sur le cœur. Puis elle a parlé. Il ressemble à sa mère. Les yeux. Josie a baissé les yeux sur Micah, sur ses yeux bleus pâles et clairs qui la fixaient, et a fait un petit signe de tête. Magnifique, a-t-elle dit simplement. Car pour elle, c'était la seule vérité qu'elle voyait. Des yeux magnifiques, rien de plus. Mais Margaret ne s'est pas arrêtée. Elle s'est assise sur le bord du lit, les deux mains posées sur ses genoux, et sa voix s'est faite plus basse. Pas un murmure, mais le genre de voix que les gens utilisent lorsqu'ils parlent de quelque chose qu'ils ont gardé en eux trop longtemps. Les yeux de M. Rhett sont marron foncé, aussi foncés que du café noir. Tous les Donovan, d'un côté ou de l'autre de la famille, ont les yeux marrons. Je le sais parce que je suis dans cette maison depuis 15 ans. J'ai vu des photos de son père, de sa mère, de Derek. Tous avaient les yeux marrons. Elle a regardé Micah. Ce bébé a une nuance spécifique et perçante d'yeux bleus électriques. Des yeux qui ne correspondaient pas aux yeux sombres de Phoebe, mais qui avaient une intensité qu'elle seule reconnaissait sur le visage d'un autre homme. Josie a suivi le regard de Margaret, a regardé ses yeux bleus pâles, et pour la première fois, elle a ressenti quelque chose d'étrange qu'elle ne pouvait nommer. Pas de la suspicion, pas de l'inquiétude, mais une lueur de familiarité. Comme si elle voyait un trait qu'elle avait déjà vu quelque part, chez quelqu'un d'autre, mais elle ne pouvait pas se souvenir où et ne savait pas pourquoi. Cela l'a juste traversée et a disparu, comme entendre une chanson inconnue et jurer qu'on l'a déjà entendue une fois, sans pouvoir se souvenir quand. Margaret a continué, sa voix encore plus douce. Phoebe est partie et tout le monde a parlé de dépression postpartum. Le médecin l'a dit aussi. Mais j'étais dans cette maison tous les jours. Mademoiselle Josie, j'ai vu Phoebe pendant ces 6 semaines avant son départ. Elle n'était pas triste. Elle avait peur. Peur d'une manière différente. La manière dont une personne a peur lorsqu'elle porte un secret qu'elle ne peut laisser personne savoir. J'ai vu la façon dont elle regardait Micah. Et ce qu'il y avait dans ses yeux n'était pas le vide, comme le pensait M. Rhett. C'était de la panique. Comme si elle voyait quelque chose sur le visage de ce bébé qu'elle ne voulait que personne d'autre ne voie. Josie a écouté sans rien dire, car elle ne savait pas quoi dire. Elle n'était arrivée que la semaine précédente. Elle ne connaissait pas Phoebe. Elle ne connaissait pas l'histoire de cette maison. Elle ne connaissait que Micah et les yeux bleus pâles qui la regardaient. Et cette étrange sensation de familiarité est revenue, plus forte maintenant. Comme si elle regardait quelqu'un qu'elle connaissait, mais ne se souvenait pas de qui. Et elle a secoué légèrement la tête pour chasser cette idée, car c'était ridicule. Elle pensait que c'était ridicule. Peut-être que parce que Micah avait le même âge que Theo, elle projetait ses propres sentiments sur le bébé. Ce devait être tout. De quoi Phoebe avait peur, je ne sais pas. Margaret a terminé, puis s'est levée, a regardé Micah une dernière fois et est sortie. Mais à l'extérieur de la nurserie, dans le couloir, Rhett Donovan se tenait contre le mur, les deux bras croisés sur sa poitrine, immobile. Ses yeux étaient fixés droit devant lui, sur l'espace vide. Il était là depuis que Margaret avait commencé à parler. Il avait entendu chaque mot. Margaret est passée devant lui, l'a vu là, a marqué une pause d'1 seconde, puis a continué son chemin sans rien dire. Car elle savait qu'il y avait des moments où son employeur avait plus besoin de silence que de mots. Rhett est resté là encore 10 secondes, puis s'est retourné et est allé directement dans le bureau au bout du couloir. Il a fermé la porte, n'a pas allumé la lumière, s'est assis dans le fauteuil en cuir et a regardé dans l'obscurité. Yeux marrons, yeux bleus. Phoebe avait peur. Peur de quoi? La question n'était pas nouvelle. Elle était dans sa tête depuis la nuit où il avait lu la note. Je ne peux pas. Ne me cherche pas. Il l'avait enterrée car dans son monde, il y avait des vérités qui, une fois déterrées, le forceraient à agir. Et quand Rhett Donovan agissait, ce n'était jamais en douceur, alors il l'a enterrée. L'a laissée reposer sous les couches de travail,
de pouvoir et de nuits blanches pendant que Micah pleurait. Mais aujourd'hui, Margaret l'avait déterré. Et maintenant, la question le fixait droit dans les yeux depuis l'obscurité. De quoi Phoebe avait-elle peur? La vérité était quelque part. Peut-être dans les yeux bleus pâles du bébé dans la pièce d'à côté. Peut-être dans le passé que Phoebe avait emporté avec elle en s'enfuyant. Et Rhett ne savait pas encore que de l'autre côté de la ville, dans un appartement au 42e étage avec vue sur la rivière Chicago, Derek Donovan fixait aussi une photographie. Une photo prise par les caméras de sécurité du manoir auquel il avait encore accès, car Rhett n'avait pas encore changé les codes. Une photographie de Josie Callahan tenant Micah. Et Derek regardait les yeux de la fille du Southside avec le sourire d'un homme qui venait de trouver le couteau dont il avait besoin pour le planter exactement au bon endroit. Cette nuit-là, après que Micah se soit endormie, Josie a fait ce qu'elle avait fait chaque nuit depuis son arrivée au manoir. Elle est sortie sur le porche arrière, s'est assise sur les marches en pierre et a regardé le ciel. Le porche arrière du manoir de Lincoln Park donnait sur un grand jardin dans lequel Rhett n'avait jamais mis les pieds. Un vieux chêne, une clôture en bois sombre, une pelouse tondue proprement par le jardinier chaque semaine, même si personne ne l'admirait. Et ce soir, le ciel de Chicago était plus clair que d'habitude, assez clair pour voir quelques dizaines d'étoiles à travers les lumières de la ville. Josie était assise là, pieds nus sur la pierre froide, une tasse de thé à la main, les cheveux détachés, et regardait vers le haut. Ses yeux disaient à quiconque l'observait qu'elle ne regardait pas les étoiles. Elle regardait quelqu'un qui n'était plus là. Rhett ne savait pas exactement quand il avait commencé à remarquer cette habitude chez elle. Peut-être la troisième nuit, quand il a vérifié les caméras et l'a vue assise dehors à 11 heures. Peut-être la quatrième nuit, quand il est passé devant la porte arrière et a vu sa silhouette dans le noir. Mais ce soir, il n'est pas passé. Il a ouvert la porte et est sorti. Josie a entendu la porte, s'est retournée, l'a vue et n'a rien dit. Elle s'est seulement décalée légèrement sur le côté, ne l'invitant pas tout à fait, mais ne le refusant pas non plus. Et Rhett a fait quelque chose que 2 semaines plus tôt, il n'aurait jamais fait. Il s'est assis sur la marche, sans chaise, sans table, juste assis sur la pierre froide à côté d'elle. Toujours en costume, mais la cravate enlevée. Et pour la première fois dans ce manoir, le caïd de Chicago s'est assis plus bas que toutes les chaises qu'il possédait. Ils sont restés silencieux un moment, sans gêne, sans tension. Le genre de silence qui s'installe quand 2 personnes sont devenues assez familières pour ne plus avoir besoin de le combler. Puis Josie a parlé, sans le regarder, toujours en regardant les étoiles. Mon fils aimait regarder le plafond. À 3 mois, il savait déjà lever les yeux et sourire. Sourire sans raison, juste parce qu'il voyait le ventilateur de plafond tourner. Elle a fait une pause. Il s'appelait Théo. Rhett n'a pas parlé. Il a seulement écouté. J'ai eu Théo à 26 ans. 4 mois. 4 mois qui ont été les plus heureux de ma vie. Le genre de bonheur que les gens ne savent pas apprécier avant qu'il ne soit parti. Sa voix n'a pas tremblé. Elle s'était raconté cette histoire dans sa tête assez de fois pour que sa voix ne tremble plus. Mais ses yeux étaient différents. Ses yeux étaient humides dans l'obscurité, et elle pensait que Rhett ne pouvait pas le voir, mais il le pouvait. Une nuit d'octobre, j'ai nourri Théo, vérifié le moniteur, embrassé son front, les couché dans son berceau, éteint la lumière. Elle a dégluti. Le lendemain matin, je suis allé dans sa chambre, et il ne respirait plus. Froid. Sa peau était froide. Elle a serré plus fort sa tasse de thé. Le SMSN. Le médecin a dit que personne n'était en faute. Aucune cause, aucun avertissement. Rien n'aurait pu l'empêcher. Elle a pris une longue inspiration. Je l'ai tenu, Rhett. J'ai tenu mon garçon quand il était déjà froid et j'ai appelé son nom. J'ai continué à appeler. J'ai continué à appeler jusqu'à ce que l'ambulance arrive et que quelqu'un m'arrache les mains. Je ne me souviens pas de qui. Je ne me souviens pas de comment. Je me souviens seulement du son de ma propre voix appelant le nom de mon fils dans cette petite chambre et personne ne répondant. Silence. Le doux bruit du vent dans le chêne. Mon mari n'a pas supporté. 2 mois plus tard, nous avons divorcé. Ce n'était pas un homme mauvais, juste pas assez fort pour rester aux côtés de quelqu'un dont le chagrin s'était transformé en ténèbres. Je ne le blâme pas, car je ne me supportais pas non plus. Elle a baissé les yeux sur sa tasse de thé, puis a de nouveau levé les yeux vers les étoiles. Micah avait le même âge que Théo quand elle n'a pas se terminé. Elle n'en avait pas besoin.
Red a compris ce qui remplissait cet espace vide. Il est resté assis un long moment, regardant le jardin sombre. Et pour la première fois depuis le départ de Phoebe, il a dit ce qu'il n'avait dit à personne. Ni à Silas, ni à Margaret, ni à personne au monde. Phoebe n'est pas partie à cause de la dépression. Josie s'est tournée pour le regarder. C'est ce que tout le monde dit. Le médecin l'a dit aussi. Elle l'a écrit sur la note aussi. Mais j'ai regardé dans ses yeux pendant 6 semaines après la naissance de Micah et je n'ai pas vu de tristesse. J'ai vu du vide. Il a fait une pause. Elle a regardé Micah et il n'y avait rien dans ses yeux. Pas d'amour, pas de peur, rien. Elle est partie parce qu'elle ne voulait pas de ce bébé. Sa voix était basse, ni en colère, ni amère. Seulement la vérité qu'il avait ruminée dans le noir pendant 3 mois. Et moi, si. Je le voulais. Je ne savais juste pas comment. Et maintenant, quand je te regarde, la façon dont tu es avec lui, je vois l'espace vide que j'ai laissé derrière moi. Je vois ce qui me manque. Et c'est plus clair que tout ce que j'ai jamais vu dans ma vie. Un long silence a suivi. Josie l'a regardé et regardé le visage de l'homme qui régnait sur la moitié de Chicago, assis sur une marche en pierre froide, et admettant qu'il n'était pas suffisant. Et elle n'a pas dit « ce n'est pas grave ». N'a pas dit « tu es un bon père ». N'a rien à faire de facile ou de creux. Elle a seulement dit 3 mots. Il n'est pas trop tard. 3 mots. Doux, vrai. Et Rhett Donovan, l'homme qui avait bâti un empire avec des contrats et des complots, l'homme qui n'avait jamais été ébranlé par aucune menace, s'est assis sur les marches arrière de sa propre maison et a senti ces 3 simples mots d'une fille du Southside peser plus lourd que tout ce qu'il avait jamais signé dans sa vie. Car ce n'était pas une promesse, ni un contrat. C'était de la vérité. Le genre de vérité qu'il ne pouvait pas acheter, ne pouvait pas menacer, ne pouvait pas contrôler. Et c'est exactement pourquoi cela a atteint l'endroit que personne n'avait touché en 25 ans. Ils sont restés là un peu plus longtemps, en silence. 2 personnes sur les marches, des étoiles au-dessus, des blessures dans leur cœur, et quelque chose de nouveau a commencé entre eux, que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Mais au même moment, dans un penthouse de l'autre côté de la rivière Chicago, Derek Donovan était assis devant un écran d'ordinateur portable. Sur l'écran, il y avait une photographie de Josie Callahan prise par les caméras de sécurité du manoir. Et à côté de la photographie, il y avait un dossier qu'un des hommes de Derek venait de lui envoyer. Josie Callahan, 27 ans, Bridgeport, Southside, sœur cadette de Connor Callahan. Derek ne savait pas encore qui était Connor Callahan. Ne connaissait pas encore le fil qui reliait Connor à Phoebe et Micah. Mais il savait une chose. Cette fille était quelque chose qui comptait pour Red. Et tout ce qui comptait pour Red était l'arme parfaite à utiliser contre lui. Et Derek Donovan venait de trouver son arme. Le samedi matin à 9 heures, les grilles en fer du manoir de Lincoln Park se sont ouvertes sans que personne dans la maison n'appuie sur le bouton. Car Derek Donovan avait toujours l'ancien code du portail que Rhett n'avait pas pris le temps de changer. Ou plus précisément, n'avait même pas pensé à changer, car ces 3 derniers mois, il avait des choses plus urgentes à régler. Et Derek le savait. Derek savait toujours quand son jeune frère avait laissé une ouverture. Derek est entré dans le manoir par la porte d'entrée comme s'il en était le propriétaire. Costume gris, chaussures Oxford polies, un sourire sur le visage que Josie apprendrait plus tard être un signe d'avertissement. Le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Et il est allé directement vers la cuisine, car il pouvait y entendre quelque chose. Quelque chose qui n'aurait pas dû exister dans la maison d'un caïd de la mafia un samedi matin. Le son d'un enfant qui rit. Josie était assise à la table de la cuisine avec Micah dans une chaise haute. Elle lui donnait une céréale complémentaire que le docteur Gemma avait recommandée, car Micah avait besoin de plus de nutrition que le lait. Et Micah faisait quelque chose que personne dans cette maison n'avait jamais vu auparavant. Le bébé riait, pas les petits gazouillis et babillages des derniers jours, mais un vrai rire, les gencives apparentes, les yeux plissés. Le rire d'un bébé qui venait de découvrir que de la purée de patates douces étalée sur son propre nez était la chose la plus drôle au monde. Et Josie riait avec lui, essuyant le nez de Micah avec un chiffon, puis tamponnant un peu plus de purée sur son menton, juste pour qu'il rie à nouveau. Et cette cuisine du samedi sentait la patate douce chaude, contenait le son du rire d'un bébé, la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres que Josie avait ouvertes.
Elle contenait toutes les choses dont une maison a besoin avant de pouvoir être vraiment appelée un foyer. Derek s'est arrêté dans l'embrasure de la porte de la cuisine et a regardé. Ses yeux ont balayé la scène devant lui. Josie, les cheveux lâchement attachés, portant un T-shirt blanc. Sans maquillage, riant avec Micah comme si elle était la mère du bébé. Micah dans la chaise haute, agrippant son doigt, et souriant avec ses gencives nues. Et il a regardé cette scène avec les yeux d'un homme cherchant une faiblesse, pas les yeux d'un oncle. « Et qui êtes-vous » Josie a levé les yeux et vu l'homme dans l'embrasure de la porte, et bien qu'elle n'ait jamais rencontré Derek auparavant, elle a immédiatement reconnu qu'il était dangereux. Non pas à cause de son apparence, mais à cause de ses yeux. Des yeux Donovan Bruns comme ceux de Rhett, mais dépourvus de ce qu'elle avait commencé à voir chez Rhett dernièrement. Dépourvus de la capacité de s'adoucir. « Je suis la nounou de Micah. » Nounou, Derek a répété le mot, est entré dans la cuisine, a tiré une chaise et s'est assis en face de Josie comme si c'était sa table. Il s'est penché en avant pour la regarder de haut en bas avec un regard évaluateur, une nounou. Et pourtant, vous voilà en train de donner le petit déjeuner à mon neveu comme si vous étiez chez vous. Très à l'aise pour quelqu'un qui vient d'arriver. Ça fait combien de jours? 1 semaine, a répondu Josie, sa voix égale. 1 semaine. Derek a hoché la tête, son sourire s'élargissant, devenant plus dangereux. 1 semaine et déjà vous agissez comme si cet endroit était votre maison. Une fille du Southside, n'est-ce pas, Bridgeport? Je suis doué pour lire les gens. Il a incliné la tête. Alors, à quel jeu jouez-vous dans cette maison, ma belle? Josie n'a pas bougé, n'a pas baissé les yeux, n'a pas rougi. Elle a regardé Derek droit dans les yeux, avec les mêmes yeux qui, 3 mois plus tôt, avaient regardé la mort en face quand elle était venue chercher son fils, et ne s'était pas effondrée. Et elle a répondu d'une voix plate et claire qui ne demandait pas la permission. « Je nourris un bébé qui a faim. Vous pouvez soit vous asseoir en silence, soit sortir de la cuisine. » Derek n'a même pas eu le temps de réagir que le visage de Micah a commencé à se crisper. Le bébé a senti la tension dans l'air, comme les enfants le font toujours, même s'ils ne la comprennent pas. Son visage s'est crispé, sa lèvre inférieure s'est avancée, et Josie a réagi par instinct avant d'avoir le temps de réfléchir. Elle s'est tournée sur sa chaise, a sorti Micah de la chaise haute, l'a rassemblé contre sa poitrine. Une main soutenant sa tête, une main protégeant son dos, et a tourné son épaule vers Derek de sorte que son dos lui faisait face et que Micah était complètement couvert. Un pur instinct de protection, le même instinct qu'une lionne. Non enseigné, non appris, seulement éveillé au moment où quelque chose menace un enfant qu'elle aime. Derek a regardé cela et a souri encore plus largement. Il venait de trouver ce dont il avait besoin. La preuve que cette fille n'était pas seulement une nounou. Cette fille s'en souciait. Et dans ce monde, se soucier signifiait que l'on pouvait être utilisé. Intéressant, a dit Derek en se levant. Et à ce moment précis, Rhett est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il avait entendu depuis les escaliers. Silas se tenait un pas derrière lui, sa main déjà à l'intérieur de sa veste, exactement là où reposait le Glock. Derek. La voix de Rhett était basse, pas forte, et n'avait pas besoin d'être forte. Le genre de voix que tous les membres du conseil qui avaient duré assez longtemps savaient qu'elle précédait une blessure. « Que fais-tu dans ma maison? » Derek s'est tourné vers lui, son sourire toujours en place. « Je rends visite à mon neveu. Est-ce un crime? Personne ne t'a invité. Je n'ai pas besoin d'invitation. Je suis de la famille. » Derek s'est approché de Red et a baissé la voix, mais pas assez bas, délibérément, la laissant assez forte pour que Josie puisse l'entendre. « Le conseil parle, petit frère. Ils disent que tu as perdu ta concentration depuis que Phoebe s'est partie. Ils disent que tu as laissé une fille sans antécédent connue entrer au cœur de ta maison pour s'occuper de ton fils, pour manger à ta table. » Il a jeté un coup d'œil à Josie, puis a regardé Rhett de nouveau. « Il me demande si tu deviens faible ou si tu laisses cette fille du Southside te mener par le bout du nez. Que penses-tu que je devrais leur dire, Rhett? » Silence pendant 3 secondes. Silas a fait un demi-pas en avant. Josie a serré Micah plus fort et le bébé s'était déjà calmé, son visage enfoui dans son cou. « Sors de ma maison, » a dit Rhett, chaque mot distinct, non répété. « Tu fais une erreur. Je protège mon fils et la personne qui s'occupe de mon fils. Si tu as un problème avec ça, porte-le devant le conseil, mais sors de ma maison maintenant. » Derek a regardé Rhett
et regardé Silas, a regardé la main de Silas à l'intérieur de sa veste, puis a regardé Josie tenant Micah, le dos tourné vers lui, et il a calculé. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait que ce n'était pas le jour. Aujourd'hui, il n'en avait pas encore assez, mais il en aurait. Derek est sorti, a dépassé Red, a marqué une pause d'1 seconde et a dit assez bas pour que seul Red puisse l'entendre. Je vais découvrir qui elle est, et quand je le ferai, tu regretteras de ne pas m'avoir écouté aujourd'hui. Puis il est parti. La porte d'entrée s'est fermée. Le silence est revenu. Josie était toujours debout dans la cuisine, le dos tourné, tenant Micah, ses épaules tremblant légèrement. Non pas parce qu'elle avait peur de Derek, mais à cause de l'adrénaline. Son corps était passé en mode protection et commençait seulement à redescendre. Red s'est approché et a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a posé sa main sur le dos de Micah. Le bébé était toujours dans les bras de Josie. Sa grande main reposait légèrement sur le petit dos de son fils, et ses doigts sont effleurés les doigts de Josie, car elle soutenait le dos de Micah exactement au même endroit. Peau contre peau. Tous deux en étaient conscients. Tous deux silencieux, aucun ne se retirant. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Je vais bien » a-t-elle dit doucement. « Et toi ?» Il n'a pas répondu. Il est seulement resté là, sa main sur le dos de son fils, ses doigts touchant les siens, et a ressenti quelque chose qu'il avait vu dans les yeux de Josie quand elle s'était tournée pour protéger Micah. Cette chose était ce qu'il avait cherché toute sa vie sans savoir qu'il la cherchait. Quelqu'un prêt à utiliser son propre corps pour protéger un enfant sans réfléchir, sans avoir besoin de paiement, sans avoir besoin de raison, simplement par instinct d'amour. Et il a eu peur. Peur parce que pour la première fois de sa vie, il voulait empêcher quelqu'un de partir sans utiliser le pouvoir ou l'argent. À l'extérieur du manoir, dans la Mercedes noire qui s'éloignait de Lincoln Park, Derek Donovan a sorti son téléphone, a composé un numéro, a attendu 2 sonneries, puis a dit d'une voix plate comme une lame. Trouvez tout sur Josie Callahan. Famille, frères et sœurs, ancienne adresse, ancien lieu de travail. Je veux savoir où elle prend son petit déjeuner et avec qui elle dort. Tout avant mercredi. Après le jour où Derek est venu, quelque chose a changé en Red. Non pas parce qu'il avait peur de son frère ou à cause des menaces du conseil. Red Donovan n'avait pas peur de ces choses. Il a changé à cause du moment où sa main a touché celle de Josie sur le dos de Micah et qu'aucun d'eux ne s'est retiré. Ce moment lui a dit qu'il y avait quelque chose dans cette maison qui valait la peine de rentrer tôt. Et à partir de cette semaine-là, Red Donovan a commencé à rentrer avant 7 heures du soir. Silas Kwan n'a pas commenté, mais il a dû réorganiser tout l'emploi du temps. La réunion avec les partenaires d'expédition est passée de 8 heures du soir océan à 5 heures de l'après-midi. L'appel avec les avocats a été déplacé à l'heure du déjeuner. Les visites aux débiteurs ont été déplacées au matin. Et quand un membre du conseil a demandé pourquoi l'emploi du temps avait changé, Silas a seulement dit « Le patron est occupé le soir », d'un ton qui n'a incité personne à poser d'autres questions. Le premier jour où Red est rentré avant 7 heures, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de la chambre de Micah, les 2 mains dans les poches, regardant Josie nourrir Micah. Et comme il ne savait pas quoi faire, il est simplement resté là. Josie l'a vu mais n'a rien dit. Elle n'a pas insisté, n'a pas suggéré. Elle a juste continué à nourrir Micah et à chanter doucement et à laisser la chaise vide à côté du berceau comme une invitation silencieuse. Le deuxième jour, Red s'est assis sur cette chaise, le dos droit, les mains toujours sur ses cuisses, assis comme s'il était dans une salle de conseil, mais assis. Le troisième jour, Josie lui a tendu le biberon, sans rien dire, le lui tendant simplement, et Red l'a pris, l'a porté à la bouche de Micah. Le bébé a levé les yeux, a regardé son père et a bu. Et c'était la première fois que Red Donovan nourrissait son fils sans que ses mains ne tremblent. Le 4e jour, Josie a dit « Tiens-le contre ta poitrine. Laisse-le entendre ton cœur battre. » Et Red s'est souvenu de la nuit dans la cuisine, s'est souvenu de ces 4 mots, et il a placé Micah contre sa poitrine, juste là où son cœur battait. Le bébé s'est tortillé pendant 2 secondes, puis est resté immobile. Son oreille a pressé contre la poitrine de son père. Et Red est resté là sans bouger, sentant le bébé respirer contre lui, sentant un poids si léger qu'il a dû baisser les yeux pour s'assurer que son fils était toujours là. Et quelque chose en lui,
Quelque chose autour duquel il avait construit des murs depuis l'âge de 11 ans s'est brisé. Pas bruyamment, pas douloureusement. Ça s'est simplement brisé doucement, comme la neige qui fond. Puis est venue l'heure du bain. Josie lui a dit que ce soir, c'était lui qui donnait le bain à Micah. Rhett l'a regardé comme si elle venait de lui dire de désamorcer une bombe. Mais Josie avait déjà préparé la petite baignoire sur la table à langer. Eau tiède, serviette douce, savon pour bébé non parfumé. Et elle se tenait à côté de lui, donnant des instructions. Une main sous sa tête, toujours soutenir la tête. L'autre main lave doucement. Il aime l'eau tiède. Rhett a descendu Micah dans la baignoire. Ses grandes mains, des mains qui avaient autrefois serré des gorges, tiré des gâchettes, brisé le nez de traître, soutenaient maintenant une petite tête pas plus grande que son poing, avec une douceur qu'il ne se croyait pas posséder. Et Micah a touché l'eau, s'est tortillé, puis a donné un coup de pied, assez fort pour éclabousser le visage de Rhett, sa chemise à $200, et même Josie qui se tenait à côté de lui. Et le bébé a ri aux éclats, le son remplissant la petite salle de bain, et Josie a ri aussi, a vraiment ri. Pas un rire poli ou un rire parce que Micah était adorable, mais un rire venu de quelque part au fond d'elle. Le premier vrai rire qu'elle avait eu depuis la mort de Théo. Le genre de rire qu'elle pensait avoir oublié comment faire. Et les larmes sont venues en même temps que le rire. Mais elle ne les a pas essuyées, car ses deux mains étaient occupées à tenir la serviette de Micah, et elle les a laissées couler, riant et pleurant à la fois. Car parfois, la guérison ressemble à ça. Rhett l'a regardé, a regardé les larmes et le sourire qui cohabitaient sur son visage. Et il a compris sans que personne ne l'explique. Il a compris qu'elle revenait à la vie et qu'elle revenait à la vie ici, dans sa maison, à côté de son fils. Et il voulait qu'elle continue à revenir à la vie. Le voulait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Ce soir-là, au dîner, Josie a préparé du poulet rôti avec de la purée de pommes de terre. C'était la seule chose qu'elle savait bien cuisiner et elle n'essayait d'impressionner personne. Quand elle a fini et a posé la nourriture sur la table pour Red, elle a commencé à monter son propre plat à l'étage, comme elle le faisait tous les soirs. « Asseyez-vous », a dit Red sans lever les yeux, sa main coupant le poulet. « Mangez avec moi. Je suis la nounou, Monsieur Donovan. Vous êtes la personne qui a sauvé mon fils. Asseyez-vous. » Josie l'a regardé une seconde, puis s'est assise. Et ce dîner a été le dîner le plus bruyant que le manoir de Lincoln Park ait jamais connu. Non pas parce que quelqu'un a beaucoup parlé, mais parce que Micah était assis sur les genoux de Rhett. Et le bébé a découvert que la cravate de son père était la chose la plus merveilleuse au monde. Il a attrapé la cravate en soie marine et l'a mise dans sa bouche pour la mâcher, la bave imprégnant la soie italienne. Et Rhett a baissé les yeux, a regardé la cravate à $400 être ruinée par son fils, et a ri. Pas le rire poli qu'il utilisait en réunion, pas le rire social qu'il offrait au gala, mais un vrai rire, du ventre, de la poitrine. Le genre de rire que Josie était certaine d'être le plus beau son qu'elle ait jamais entendu de cet homme. Et quand Micah a entendu son père rire, il a ri aussi, a mâché plus fort, a bavé davantage. Et Josie était assise en face d'eux, mangeant de la purée de pommes de terre, et souriant de cette manière où les yeux brillent plus que la bouche. Devant la porte de la cuisine, Silas Kwan se tenait dans le couloir, le dos contre le mur et les bras croisés, écoutant le rire qui s'échappait. Et ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que si quelqu'un le racontait au conseil, personne ne le croirait. Silas Kwan, l'homme le plus froid de l'Empire Donovan, a failli laisser tomber le Glock caché dans sa veste, non pas parce qu'il a été surpris, mais parce qu'il avait entendu Rhett Donovan rire, vraiment rire, pour la première fois en 10 ans qu'il se tenait à côté de cet homme. Et sa main, une main qui n'avait jamais tremblé en appuyant sur une gâchette, a tremblé une seconde avant de se refermer. Et il est allé directement dans le salon et s'est assis seul, fixant le vide. Car Silas Kwan venait de réaliser que son employeur changeait, et il ne savait pas si le monde dans lequel il vivait permettrait à ce changement de survivre. Rhett Donovan apprenait à être un père, apprenait à être humain. Un dîner, un bain, un rire à la fois. Mais la pègre de Chicago ne se souciait pas des progrès d'un caïd vers la guérison. Ce monde ne se souciait que du pouvoir. Et quand un caïd s'adoucissait, un autre se durcissait.
Et les preuves dont Derek avait besoin pour détruire Red étaient déjà en route, plus vite que quiconque dans ce manoir ne l'imaginait. Cette nuit-là, le porche arrière, les marches en pierre, l'endroit familier qui était maintenant devenu le leur. Josie était assise pieds nus sur la pierre froide avec une tasse de thé à la main, et Rhett était assis à côté d'elle sur la marche car il ne choisissait plus jamais la chaise. Et le ciel de Chicago était plus nuageux ce soir, bien qu'encore assez dégagé pour laisser apparaître quelques étoiles à travers les trouées. Ils sont restés en silence un moment avant que Josie ne parle. Et cette fois, sa voix était différente. Pas la voix de conteuse qu'elle avait utilisée la nuit où elle avait parlé de Théo, mais la voix de quelqu'un qui avait mûrement réfléchi avant d'ouvrir la bouche et avait choisi de parler franchement. Je sais que les choses changeraient entre toi et moi. Je ne suis pas aveugle. Rhett n'a rien dit et seulement tourné la tête vers elle. Josie a gardé les yeux sur le jardin, pas encore sur lui. Je sais que Silas porte une arme dans sa veste. Je sais que les hommes qui viennent te voir à minuit ne viennent pas pour discuter d'immobilier. Je sais que Derek me déteste non pas parce que je suis la nounou, mais parce que je suis quelque chose qui compte pour toi. Et dans ton monde, ce qui compte pour toi est ce que les gens utilisent contre toi. Elle a fait une pause, a bu une gorgée de thé, puis a continué. Un chef de la mafia et une fille du Southside. J'ai déjà vu cette histoire, Red. Dans les films, dans les journaux, dans le quartier où j'ai grandi. Aucune de ces histoires ne finit bien. Red l'a regardé, a regardé son profil dans le noir, la ligne de son nez, son menton, sa gorge, et les yeux qui regardaient au loin tout en voyant plus clairement que la plupart des gens qu'il avait jamais connus. Tu n'as pas peur. Josie s'est tournée et l'a regardé pour la première fois de la conversation. L'a regardé droit dans les yeux de la manière qu'il avait appris à être la version la plus honnête d'elle. J'ai déjà perdu mon fils, Red. J'ai déjà tenu mon enfant quand il était froid dans mes bras. Après ça, il n'y a plus beaucoup de choses dans ce monde qui peuvent me faire peur. Elle a fait une pause. Mais il y en a une. Quoi? J'ai peur d'aimer Micah trop fort et de perdre à nouveau. Peur qu'il devienne tout pour moi et qu'un jour, quelqu'un décide que je n'ai pas ma place ici et que je doive partir. Et cette fois, je ne sais pas si je pourrais me relever. Silence. Le vent soufflait dans le chêne, les feuilles chuchotant doucement. Je ne laisserai personne te toucher, ni Micah. Rhett l'a dit d'une voix basse et ferme, le genre de voix qui, dans la pègre, signifiait que lorsqu'il parlait ainsi, les gens savaient que ce n'était pas une promesse, mais un fait, car Rhett Donovan ne faisait pas de promesses, il agissait. Rosie l'a regardé et elle a vu qu'il était sincère. Elle avait appris à lire ses yeux ces dernières semaines. Ses yeux Donovan sombres, avec quelque chose qui brûlait lentement derrière le froid. Et elle savait qu'il disait la vérité. Mais elle savait aussi que la vérité ne suffisait pas, car son monde ne fonctionnait pas sur des promesses. Il fonctionnait sur des armes, de l'argent et de la trahison. Et dans ce monde, l'amour n'était pas un bouclier, c'était une faiblesse. « Donne-moi du temps », a-t-elle dit. « J'apprends encore à faire confiance. » Rhett l'a regardé pendant une longue seconde, puis a répondu d'une voix si douce que Josie a failli ne pas la reconnaître comme la sienne. Car elle était plus douce que n'importe quelle voix qu'elle avait jamais entendue de cet homme. « Du temps, j'en ai. La patience, c'est toi qui me l'as apprise. » Josie s'est tournée vers lui et a souri. Un sourire léger, inattendu et impossible à retenir. Le genre de sourire qui s'échappe avant qu'elle n'ait le temps de décider si elle doit le laisser faire. Et c'était magnifique. Ce sourire était magnifique dans le noir, suspendu là entre eux comme une promesse que personne n'avait besoin de prononcer à voix haute. Car parfois, la chose la plus forte n'est pas les mots, mais l'espace entre deux personnes quand toutes deux savent, et qu'aucune n'y a encore touché. Et cette nuit-là, ils sont restés là un long moment de plus sans rien dire d'autre. Deux personnes sur les marches, des étoiles filtrant à travers les trouées dans les nuages. Et quelque chose entre eux avait été nommé, même si aucun d'eux ne l'avait dit. Et tous deux savaient qu'après cette nuit, la ligne entre la nounou et quelque chose de plus s'était estompée si complètement qu'ils ne pouvaient plus prétendre qu'elle était encore là. Le vendredi soir, 3 semaines après la nuit sur les marches, Derek Donovan est revenu. Et cette fois, il n'est pas venu seul. Les grilles du manoir se sont ouvertes à 9 heures du soir. 3 voitures noires sont entrées dans l'allée. Derek est sorti de la première et 2 hommes sont sortis de la seconde.
Josie ne savait pas qui ils étaient, mais Silas, si. Deux membres du conseil, des hommes dont la présence signifiait que ce n'était pas une visite familiale. C'était de la politique. Et Silas a mis sa main sur son Glock et a immédiatement appelé Rhett Imba. Red est descendu, a vu Derek debout au milieu du salon avec les deux membres du conseil assis sur le canapé et a compris tout de suite que Derek n'était pas venu ce soir pour le provoquer. Il était venu pour ouvrir le feu. Derek n'a salué personne, n'a pas souri cette fois. Son visage était froid et ses yeux avaient cette lueur d'un homme tenant le couteau qu'il avait aiguisé pendant 3 semaines. Il a posé une maillette sur la table basse, l'a ouverte et a commencé à disposer chaque papier, chaque photographie de gauche à droite, lentement, délibérément, comme un homme distribuant des cartes quand il sait qu'il a la main gagnante. La première photographie, imprimée depuis la caméra de sécurité du Velvet Room, un club de la Gold Coast, était datée de 14 mois plus tôt. Sur la photo, Phoebe Ashworth Donovan sortait par la porte arrière du club à 2 heures du matin, et à côté d'elle, une main posée sur son dos, se trouvait un homme. Grand, cheveux bruns, yeux bleus pâles, arborant le sourire facile de quelqu'un qui avait bu juste assez pour devenir imprudent. La deuxième feuille était un dossier imprimé. Le nom en haut indiquait Connor Callahan, 30 ans, barman, Velvet Room, Gold Coast, Chicago. Une photo d'identité du même homme, et sous le dossier de Connor, il y avait une autre photographie prise par les caméras de sécurité du manoir de Lincoln Park, montrant Josie Callahan tenant Micah dans le couloir du 2e étage. Et à côté, son dossier, Josie Callahan, 27 ans, Bridgeport, sœur cadette de Connor Callahan. La dernière page était un rapport ADN utilisant un échantillon de cheveux de Micah prélevé sur l'oreiller que Derek avait ramassé lors de sa dernière visite au manoir. Comparé à l'ADN de Rhett provenant de dossiers médicaux auxquels les hommes de Derek avaient eu accès. Et le résultat, imprimé en gras en bas de la page, disait « Probabilité de lien de parenté biologique père-enfant, 0%, aucune correspondance. » Derek se tenait droit, les bras croisés, et regardait Rhett avec l'expression qu'il avait attendue toute sa vie de porter. La fille que tu laisses s'occuper de ton fils, manger à ta table, s'asseoir sur les marches arrière avec toi chaque nuit, est la sœur biologique du barman qui a couché avec ta femme il y a 14 mois. Il a pointé le rapport ADN. Et Micah n'est pas ton fils, Rhett. C'est le fils de Connor Callahan. Compte à rebours 9 mois de grossesse, plus les 5 mois de Micah. Ça correspond parfaitement à la nuit au Velvet Room. Silence. Le genre de silence que Josie se souviendrait plus tard comme étant plus lourd que n'importe quel bruit qu'elle ait jamais entendu. Rhett n'a rien dit. Il a pris le rapport ADN et l'a lu ligne par ligne, chiffre par chiffre, ses yeux parcourant la page. Et Josie, debout dans l'escalier, regardant à travers la rampe, a vu ses épaules se raidir centimètre par centimètre, comme si on lui versait du béton dans la colonne vertébrale. Elle avait tout entendu. Elle était à l'étage quand elle a entendu le portail s'ouvrir et était sortie dans le couloir, s'était tenue dans l'escalier, avait tout entendu, de la première photographie au dernier résultat ADN. Et maintenant, elle se tenait là, agrippant la rampe si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Son visage était vidé de toute couleur, car elle avait vu la photo de Connor, son frère, le frère qu'elle aimait, le frère qu'elle ne savait pas avoir couché avec quelqu'un il y a 14 mois. Et tout s'est mis en place d'un coup, comme les pièces d'un puzzle qu'elle ne savait pas qu'il lui manquait. Micah était le fils de Connor. Micah était son neveu. Les yeux bleu pâle qui lui avaient semblé si étrangement familiers étaient les yeux de Connor. Les yeux des Callahan, les yeux de son père. Et la raison pour laquelle Micah l'avait accepté dès le premier jour n'était pas de la magie, ni un instinct d'infirmière, ni de la chance. C'était le sang. Le sang reconnaissant le sang. L'instinct le plus primitif d'une créature infantile, reconnaissant l'odeur, le battement de cœur et la fréquence de quelqu'un de sa propre lignée. Et elle avait tenu son propre neveu chaque nuit sans le savoir. Je ne savais pas. La voix de Josie s'est brisée, pas fort, mais assez pour que tout le monde dans la pièce l'entende. Et elle est descendue, les jambes tremblantes, les yeux rouges, regardant droit vers Rhett. Rhett, je te jure que je ne savais pas. Je ne savais pas que Connor connaissait Phoebe. Je ne savais pas que Micah était mon neveu. Je suis venu ici parce que Margaret a appelé. Parce que je suis infirmière. Parce que j'avais besoin d'une raison de me lever chaque matin. Je ne savais pas.
Derek a ouvert la bouche, prêt à dire quelque chose de venimeux. Mais Rhett l'a coupé avec un seul mot si lourd qu'il a semblé faire reculer toute la pièce. Silence. Puis, d'une voix plus basse, chaque mot clair comme une balle. Vous tous, dehors, maintenant. Derek a regardé Rhett, a regardé Silas, qui avait sorti le Glock de sa veste et le tenait maintenant lâchement à son côté. Il a regardé les deux membres du conseil qui s'étaient déjà levés et a calculé qu'il avait déjà largué la bombe. La bombe exploserait d'elle-même. Il n'avait pas besoin de rester pour regarder. Les trois hommes sont sortis. La porte s'est fermée. Silas a regardé Red et Red a fait le plus petit signe de tête. Silas les a suivis, a fermé la porte du salon et a monté la garde dans le couloir. Il ne restait plus que deux personnes. Josie se tenait au pied de l'escalier, des larmes coulant sur son visage, une main agrippant toujours la rampe. Red se tenait au milieu de la pièce, le dossier toujours à la main, ses yeux marron foncé fixés sur elle. Et Josie ne pouvait pas lire ce qu'il y avait en eux, car elle n'avait jamais vu ce regard auparavant. Ni froid, ni en colère, ni triste. Vide. Vide de la manière dont une personne regarde après que tout lui a été arraché. « Ton frère? » Rhett l'a dit, non pas comme une question. C'est un barman. Je ne savais pas qu'il connaissait Phoebe. Je le jure sur la vie de Theo. Savais-tu que Micah était ton neveu? Non. Les pleurait maintenant. Je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Rhett l'a regardé, a regardé les yeux bruns qui le fixaient à travers les larmes. Les yeux qu'il avait appris à lire ces dernières semaines. Les yeux dont il savait qu'il ne savait pas mentir, car il l'avait regardé pendant qu'elle parlait de Théo sans cacher une seule larme. Et il y a vu la vérité. La douleur, le choc, le cœur brisé, la dévastation. Mais la vérité, elle ne savait pas, elle ne savait vraiment pas. Il a baissé les yeux sur le papier dans sa main. Le rapport ADN, 0%. Micah n'était pas son fils. Le bébé qu'il avait tenu contre sa poitrine chaque nuit. Le bébé qu'il avait laissé entendre son cœur battre. Le bébé qu'il avait appris à baigner, à nourrir et avec qui il avait appris à rire n'était pas de son sang. N'était pas de ses os. N'était pas à lui d'aucune manière, sauf une. Il l'avait choisi. Il avait choisi le bébé dès la première nuit, quand il l'avait pris avec des mains tremblantes dans la chambre que Phoebe avait abandonnée. Et ce choix n'avait pas besoin d'ADN pour le confirmer. Puis est venu le cri de l'étage. Micah s'était réveillé en pleurant. Le cri familier qui, il y a 3 mois, déchirait les poumons, mais qui n'était maintenant qu'un appel. Le cri d'un bébé qui savait que quelqu'un viendrait. Josie s'est tournée par instinct, prête à monter, mais Red a bougé le premier. Il a monté les escaliers, a dépassé Josie, a marqué une pause d'1 seconde à côté d'elle sans la regarder, puis a continué. Il est entré dans la chambre de Micah et soulevé le bébé du berceau et l'a placé contre sa poitrine, juste là où son cœur battait. Et Micah s'est calmé rapidement, car le bébé connaissait ce battement de cœur maintenant. Le battement de cœur de l'homme qu'il appelait avec le seul mot qu'il savait babiller. Dada. Red a tenu le bébé, les yeux fermés, et a parlé d'une voix brisée. Une voix que si le conseil avait jamais entendue, aurait pu faire tomber l'Empire en une seule nuit. Mais il s'en fichait. Tu es mon fils. Tu m'entends? Tu es mon fils. Pas besoin de lien de sang, pas besoin d'ADN. Personne ne peut en décider autrement. Je t'ai choisi la première nuit, et je te choisis maintenant, et je te choisirai chaque jour jusqu'à ma mort. Tu es mon fils. Micah était allongé sur la poitrine de son père, les yeux fermés, une petite main agrippant sa chemise, et s'est rendormi. En bas de l'escalier, Josie s'est affaissée sur la dernière marche, a couvert son visage de ses 2 mains et a pleuré. Non pas de peur, non pas de honte, mais parce qu'elle venait de voir un homme choisir un enfant qui n'était pas le sien par le sang, avec un amour pur. Le genre d'amour qu'aucun contrat ne pouvait enregistrer, qu'aucun ADN ne pouvait prouver, qu'aucun pouvoir ne pouvait acheter. Et elle a pleuré parce qu'elle savait que c'était le moment où tout allait soit vivre, soit mourir, et elle n'avait aucune idée de ce que ce serait. Le lendemain matin, Red a convoqué le conseil. Pas au restaurant de façade, pas dans la cave à vin, mais au manoir de Lincoln Park, dans le salon. La même pièce où 12 heures plus tôt, Derek avait jeté le dossier ADN sur la table. Car Red voulait qu'il soit assis à cet endroit précis quand il l'entendrait parler pour qu'il comprenne que c'était sa maison. Et à l'intérieur de sa maison, c'est lui qui décidait.
6 hommes étaient assis autour de la table. Derek était assis en face de Red, confiant, une jambe croisée sur l'autre, un mince sourire sur le visage. Il croyait avoir gagné après la nuit précédente, car la vérité était de son côté. Et dans la pègre, la vérité était l'arme la plus puissante de toutes. Red s'est levé. Il ne s'est pas assis. Silas se tenait un pas derrière lui, une main dans sa veste. Je sais ce que vous avez entendu de mon frère. Micah n'est pas mon fils biologique. Mon ex-femme m'a trahi. La nounou dans ma maison est liée à l'enfant par le sang. Il a regardé chaque homme à tour de rôle, et voici ma décision. Micah est mon fils, légalement, sur le papier. Mes avocats s'occupent déjà des documents d'adoption, et personne ne touche à ce garçon. Josie Callahan reste dans ma maison. Son rôle dans ma maison est mon affaire, pas celle du conseil. Puis il a regardé directement Derek. Derek Donovan est exclu du conseil, avec effet immédiat. Derek s'est levé d'un bond. Tu ne peux pas faire ça unilatéralement. J'ai construit ça. Red l'a interrompu. Sa voix si basse que Silas a resserré sa prise sur le Glock. Avec mes mains, avec mon sang. Tu es parti quand notre mère est morte. Tu es revenu quand il y avait de l'argent. Et maintenant, tu utilises mon fils pour essayer de me renverser. Il a regardé autour de la table. Quiconque est avec Derek, levez-vous. Je respecterai le choix, mais comprenez les conséquences. Personne ne s'est levé. 5 hommes sont restés assis en silence car ils savaient que cet empire fonctionnait grâce à Red Donovan, pas à Derek. Et la loyauté envers l'homme le plus fort n'était pas de la moralité. C'était de la survie. Derek a regardé autour de lui, n'a vu personne se lever, sa mâchoire se durcissant. Puis il a pris son manteau et est sorti du manoir pour la dernière fois, la porte claquant derrière lui avec un son qui ressemblait au point final d'une phrase qui avait duré 25 ans. Quand le conseil est parti, Red est monté et a trouvé Josie en train de ranger ses affaires dans la même petite valise à 30 $ qu'elle avait apportée avec elle. Les cheveux attachés lâchement, les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit, pliant chaque vêtement avec le soin de quelqu'un habitué depuis longtemps à partir. Où vas-tu? Je pensais qu'après tout ça, tu voudrais que je parte. Red s'est approché, a doucement pris la chemise de ses mains et l'a posée sur le lit. Je viens de virer mon propre frère de l'Empire pour t'avoir menacé. Penses-tu vraiment que je veux que tu partes? Josie l'a regardé, les yeux rouges. Mais mon frère, ton frère n'est pas toi. La faute de Phoebe n'est pas ta faute. Et Micah a besoin de toi. Il a fait une pause. J'ai besoin de toi. C'était la première fois qu'il disait ces 3 mots, sans détour, sans métaphore. Reste, un seul mot. Mais de la part de Red Donovan, il portait plus de poids que tous les contrats qu'il avait jamais signés. Josie l'a regardé et regardé dans les yeux marron foncés qui l'observaient sans froideur, sans commandement, demandant seulement. Et elle a posé la valise. Quelques mois plus tard, Phoebe Ashworth est revenue. Elle a pris contact par l'intermédiaire de son avocat, a organisé une réunion, a dit qu'elle voulait discuter de Micah. Et Red l'a reçue seule dans le salon pendant que Josie restait à l'étage avec Micah. Phoebe était toujours belle, toujours froide, mais quelque chose était différent. Elle était plus mince, plus effrayée. Elle a parlé de regrets, d'erreurs, des droits d'une mère, du meilleur avocat que son père avait engagé. Red a écouté chaque mot sans l'interrompre, sans réagir. Et quand elle a eu fini, il a répondu d'une voix plus calme qu'elle ne l'avait jamais entendu de lui. Je sais pour Connor Callahan. Je sais pour la nuit au Velvet Room. Je sais pour l'ADN. Je sais tout. Phoebe est devenue pâle. Tu n'es pas parti à cause de la dépression. Tu es parti parce que tu savais que Micah n'était pas mon fils et tu avais peur que je le découvre. Tu as laissé un bébé de 6 semaines dans un berceau avec une couche trempée et du lait froid à minuit, et tu as disparu parce que tu étais une lâche, pas parce que tu souffrais. Phoebe a ouvert la bouche, mais Red a continué. Tu n'as pas le droit de revenir. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que Micah mérite un amour véritable. Et le véritable amour ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. Phoebe est partie avec son avocat et n'est jamais revenue. Et cette fois, personne n'est resté à la fenêtre pour la regarder partir. 1 an a passé. Le manoir de Lincoln Park n'était plus froid. Les rideaux s'ouvraient chaque matin. La cuisine sentait la nourriture. Les couloirs résonnaient des pas trottinants de Micah, âgé de 15 mois, qui marchait déjà. Jambes courtes,
pas inégaux, tombant et se relevant tout seul. Et les deux mots les plus clairs dans son babillage étaient Da et Jojo. Red rentrait avant 7 heures du soir sans exception. Silas s'y était habitué. Le conseil s'y était habitué. Toute la pègre de Chicago s'était habituée au fait qu'après 7 heures du soir, Red Donovan appartenait à la maison de Lincoln Park. Et personne n'était autorisé à le déranger. Cette nuit-là, le poche arrière, les marches en pierre, les étoiles au-dessus. L'endroit qui était maintenant devenu le lieu le plus sacré du manoir, même si ce n'était qu'un ensemble de marches en pierre froide, Josie était assise pieds nus avec son thé, les cheveux lâches, Micah endormi dans sa chambre. Red était assis à côté d'elle sur la marche, jamais la chaise, et il laisse rester silencieux plus longtemps que d'habitude. « Tu es étrange ce soir, a dit Josie sans le regarder. « Tu penses à quoi? » Un long silence, puis Red a parlé lentement, choisissant chaque mot. « J'ai tout construit de mes mains. L'empire, l'argent, la réputation. » Il a baissé les yeux sur ses mains. Puis j'ai découvert que l'argent sans amour ne vaut rien. Il s'est tourné vers elle, a pris sa main dans les siennes avec précaution, comme s'il tenait quelque chose qu'il avait peur de perdre. Je n'ai pas de bague. Je n'ai pas préparé de discours. Je ne sais pas comment faire ça de la bonne manière. Josie a cessé de respirer. Mais je ne veux pas passer une nuit de plus sans toi à mes côtés. Pas comme la nounou. Pas sous un titre de contrat. Il l'a regardé dans les yeux. Épouse-moi. Pas pour ce que j'ai, parce que tu m'as appris qui je veux devenir. Josie a regardé les étoiles, puis lui, puis sa main dans la sienne. Red, je suis une fille du Southside. Pas de famille puissante, pas de nom célèbre, rien qui corresponde à ton monde. Je sais que les gens parleront. Les gens parlent toujours. J'ai appris à ne pas écouter. Et si ça ne marche pas, il a resserré sa prise sur sa main. Et si ça marchait? Josie l'a regardé pendant un long moment, ce regard stable qui ne scellait jamais, la version la plus vraie d'elle. J'ai aimé Théo plus que tout. Le perdre m'a appris que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est la seule chose que nous gardons vraiment. Elle a pris une profonde inspiration. Je t'épouserai pour l'homme que tu as choisi de devenir, pour le père que tu es devenu, pour l'homme qui s'assoit sur ses marches avec moi et m'écoute quand je parle de Théo comme si c'était la chose la plus importante au monde. Alors, c'est un oui. C'est un oui. Il l'a prise dans ses bras, là, sur les marches, tous deux pieds nus, le ciel de Chicago plein d'étoiles au-dessus d'eux. Et Josie a pensé, le visage contre son épaule, que quelque part parmi ces étoiles, Théo souriait. Ce sourire édenté de 4 mois, la montrant à quelqu'un à côté de lui et disant que sa mère allait bien maintenant. Le mariage a eu lieu un samedi après-midi de juin. Pas dans une église, pas à l'hôtel Peninsula où Rhett avait autrefois épousé Phoebe avec 400 invités et des fleurs importées de Hollande. Mais dans le jardin arrière du manoir de Lincoln Park, sous le vieux chêne que Josie avait montré à Micah chaque jour par la fenêtre du 2e étage, depuis la première semaine de son arrivée. Avec des fleurs choisies par Josie elle-même, des marguerites blanches et de la lavande. Le genre de fleurs vendues au marché fermier de Lincoln Park chaque dimanche matin pour 12 $ le bouquet. Et elle en a acheté 6 bouquets, les a arrangés elle-même, les a placés elle-même. Et ce jardin, cet après-midi-là, était plus beau que n'importe quel gala de plusieurs millions de dollars que Rhett ait jamais organisé. Car il était rendu beau par la vérité, non par l'argent. La liste des invités était restreinte. Margaret, Silas, le docteur Gemma, le pasteur que Margaret connaissait de l'église de Bridgeport, quelques membres du conseil en qui Rhett avait encore confiance, et personne d'autre. Il n'y avait besoin de personne d'autre. Micah avait 18 mois, vêtu d'un minuscule costume que Margaret avait spécialement commandé. Et sa tâche la plus importante ce jour-là était de porter les alliances. Et il les a portées, une main agrippant la petite boîte en velours, l'autre enfoncée dans sa bouche pour mâcher, car ses dents de lait poussaient et ses gencives le démangeaient. Et il a trottiné sur l'herbe sur ses jambes courtes et instables. A failli tomber 2 fois, s'est relevé les 2 fois, puis a tendu la boîte à alliance à Rhett avec un sourire qui montrait 4 nouvelles dents de lait. Margaret pleurait depuis le moment où Josie est sortie par la porte arrière dans une simple robe blanche achetée chez Nordstrom Rack.
Pas une robe de mariée de créateur, juste une longue robe blanche. Mais Margaret pleurait parce qu'elle regardait la file du Southside avec la valise à 30 $ qui avait transformé cette maison froide en un lieu rempli du rire d'un enfant chaque matin. Et elle pleurait parce qu'elle savait que toutes les 15 années qu'elle avait passées dans ce manoir en valaient la peine pour ce seul moment. Silas se tenait dans un coin du jardin, le dos contre un arbre, les bras croisés, le visage aussi froid que d'habitude, mais ses yeux étaient un peu rouges. Et quand Margaret est passée et lui a demandé s'il allait bien, Silas a dit « allergie au pollen », de la voix la plus plate qu'il ait pu trouver, puis a détourné le visage. Et Margaret n'a pas posé d'autres questions, car elle savait que c'était ainsi que Silas Quan pleurait. Quand le pasteur a demandé à Rhett s'il acceptait, il a regardé Josie, a regardé Micah, debout entre eux, tenant une main dans chacun de ses petits poings, puis a dit « Oui, je le veux et je suis reconnaissant. » Sa voix était ferme, mais ses yeux étaient humides, et il ne l'a pas caché, car il avait appris que les larmes n'étaient pas une faiblesse. Quand le pasteur a demandé à Josie, elle a regardé Rhett, a regardé dans les yeux Donovan sombres, qu'elle avait appris à lire depuis plus d'1 an. Puis elle a regardé Micah, qui la regardait avec des yeux Callahan bleu pâle. Puis elle a levé les yeux au ciel une seconde. Une seule seconde, juste assez pour murmurer à Theo que sa mère allait bien maintenant. Puis elle a regardé Rhett et a dit « Oui, je le veux. Pour tout ce que tu es, pas pour tout ce que tu as. » Micah a applaudi devant tout le monde, non pas parce qu'il comprenait ce qu'était un mariage, mais parce qu'il voyait les gens sourire et voulait se joindre à eux. Et ce minuscule applaudissement a retenti dans le jardin, tandis que des pétales de marguerite blanche flottaient dans la brise. Et c'était le plus beau son que quiconque là-bas ait jamais entendu. Cette nuit-là, après que les invités soient rentrés chez eux, après que Margaret ait nettoyé et que Silas ait fait une dernière vérification de sécurité avant de partir, Micah dormait entre eux dans le grand lit. Allongé sur le dos, les deux bras étendus, une main touchant la poitrine de Rhett, l'autre touchant le bras de Josie. Il prenait tout le lit avec l'aisance complète d'un enfant qui savait qu'il était aimé. La pièce était sombre, les étoiles brillaient au-delà de la fenêtre dont Josie ne fermait plus jamais les rideaux. « À quoi penses-tu » a demandé doucement Josie. « À Theo » a dit Rhett. Elle est devenue silencieuse. « Je pense que Theo t'a envoyé ici pour prendre soin de Micah, et pour prendre soin de moi aussi. » Un long silence a suivi. Puis Josie a parlé, sa voix douce, la voix de quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. « Je pense que Dieu m'a donné une seconde chance d'aimer. » Et ils sont restés là, dans le noir, Micah endormi entre eux, les étoiles brillant dehors et la paix étrange et chaleureuse de personnes qui étaient enfin rentrées chez elles pour de vrai. Parfois, la vie envoie la bonne personne quand on s'y attend le moins. Parfois, l'amour arrive avec une petite valise, un sourire qui ne demande pas la permission et le courage de s'asseoir à côté de l'obscurité. Et c'est exactement le genre d'amour qui change tout. Cette histoire n'est pas seulement une histoire d'amour entre deux personnes. C'est une histoire de choix. Le choix de rester quand tout s'effondre. Le choix d'aimer après avoir été blessé. Le choix de devenir un père non par le sang, mais par le cœur. Et le choix de faire confiance à nouveau après avoir tout perdu. Dans la vraie vie, nous n'avons pas besoin d'être un caïd ou une infirmière pour comprendre que chacun de nous a eu peur d'aimer à nouveau après avoir été blessé. Chacun de nous s'est trouvé devant le choix de partir ou de rester. Et chacun de nous a eu besoin de quelqu'un pour s'asseoir à nos côtés dans le noir sans avoir besoin de dire un mot. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime », la partager avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre, et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires émouvantes que nous proposons chaque jour. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Vous a-t-elle fait penser à quelqu'un dans votre vie réelle? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous lisons toujours vos messages avec le cœur, et chaque ligne que vous laissez nous donne la force de continuer à vous proposer des histoires qui touchent l'âme. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Au revoir et à la prochaine vidéo.